Bienvenue dans le Zikwa Show. Donc, pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Zikwa. Et ceux qui me connaissent, écoutez, merci beaucoup pour le soutien et de continuer à me regarder. Franchement, ça fait super plaisir, surtout sur les derniers épisodes qui sont sortis. Désolé pour la voix, parce que j'ai eu une grosse journée. Et du coup, j'ai la voix un peu bizarre, mais enfin bref, mais ça va aller. Aujourd'hui, je suis très content parce que je reçois alors la très talentueuse Noad Samari. Noah, on dit pas D. Ah, on dit, ouais, à chaque fois, je sais jamais si. C'est normal, personne ne sait. Par contre, Samari, c'est. Samari, c'est correct. Ok. Donc, Noah Samari. Alors, avant de commencer, je voulais quand même, franchement, te remercier parce que j'ai pris contact avec toi il y a 1 an. Je sais pas si c'est jour pour jour, mais il y a 1 an, je me souviens. Et on devait faire ça au début quand j'ai commencé le podcast, mais c'était mes débuts et je maîtrisais pas tout. Pour de vrai, hein, j'avais vraiment je t'avais dit, j'avais des soucis techniques. Ouais. Et j'avais vraiment des soucis techniques et j'arrivais plus à enregistrer parce que je faisais ça chez moi avant. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai pris la décision définitivement de faire ça en studio. Et du coup, je repoussais. Et franchement, t'as été plutôt compréhensive. Et à chaque fois que je t'envoyais des messages, tu me répondais. Donc franchement, je voulais vraiment te remercier. Et ça me tenait vraiment à cœur de faire cet épisode-là avec toi. Donc merci d'avoir accepté. Merci à toi pour l'intérêt et puis il n'y a pas de problème. Moi-même, je suis une galère hein. En général à attraper. Je suis là, je suis pas là, etc. Donc non, il n'y a pas de problème. Mais merci à toi pour l'invitation, pour l'intérêt aussi. Et c'est cool, je suis contente. C'est pour ça, du coup, tu me comprenais. Ouais, je comprends totalement, franchement, il n'y a pas de problème, vraiment. Du coup, toi, de base, tu es de Nancy, c'est ça ? C'est ça, je suis née ici, j'ai grandi ici. Mais tu fais souvent tu peux nous expliquer un peu ta vie en ce moment, comment ça se passe, que tu fais ? En gros, moi, du coup, mon boulot, je suis freelance, créative, un peu sur plusieurs supports, dans plusieurs domaines. Directrice artistique, photographe, réalisatrice. Multicasquette. Voilà, multicasquette polyvalente. Et du coup, comme je suis en freelance, j'ai le privilège, on va dire, de pas mal bouger pour mon taf. Donc, je suis entre Nancy, beaucoup à Bruxelles, parce que c'est là où j'ai fait mes études. Donc, je monte... j'ai pas mal d'amis à moi avec qui on monte des projets là-bas, donc j'y vais souvent pour le travail. Paris, ça arrive aussi pour le boulot, Lille, un peu. Je me déplace là où on m'appelle et où il y a des chouettes projets intéressants et des nouvelles personnes aussi à rencontrer. Donc voilà, c'est ça un peu ma vie. Je suis à Nancy la moitié du temps, puis l'autre moitié dans le train et ailleurs. Et tu viens de le dire, tu as je sais pas combien de casquettes, vraiment 1001 casquettes. Ouais. Tu te perds pas à force ? M'y perdre, on va dire, en termes d'organisation, de ton cerveau qui est un peu à droite à gauche, des fois c'est un peu plus chaud que quand j'ai plusieurs trucs en même temps. Voilà, ça demande un petit jonglage. Mais après, en soi, en vrai, de vrai, dans mon taf, c'est souvent un atout parce qu'au final, même quand je me retrouve sur des projets. Par exemple, en tant que photographe, que je ne suis pas forcément là pour être DA, ou je ne suis pas là pour réaliser, ou je ne suis pas là pour être prod, etc. J'ai une approche, en fait, beaucoup plus globale, en fait, du projet. Et souvent, je pense que ça me permet déjà d'être un peu plus pertinente et de gagner du temps, autant pour moi que pour mon client ou la personne avec qui je travaille. Et moi, ça me renforce un peu mes appuis, on va dire. Tu vois, ça me donne une certaine solidité, en fait, dans le projet qui fait que j'aborde les choses un peu avec... sur plusieurs axes, donc en général je me sens mieux, je me sens un peu plus vissée quoi. Plus j'apprends des trucs différents et plus ça me permet, je pense, d'être meilleure dans chaque petite casquette parce que c'est toujours des trucs qui ont à voir. En fait, c'est des trucs qui se relient. T'arrives à trouver des liens entre chaque. Carrément, et même je veux dire, je dis moi, mais nous, avec toutes mes équipes avec qui je bosse, tous les gens qui font partie de mon entourage, on est encore à un stade où on monte beaucoup de projets nous-mêmes, où on est beaucoup indé, où on est donc, quand t'as pas les budgets de Netflix, t'as besoin d'être polyvalent, clairement. Ouais. T'en as besoin et c'est une grande force. Pour moi, c'est une des plus grosses forces de l'indépendance. Et en fait, ça te permet de faire des choses au-delà des moyens, on va dire, financiers ou techniques que tu peux avoir. Parce que tu as ce truc-là de pas avoir peur de démarcher, tu sais comment démarcher, tu sais comment à peu près, même si toi tu l'as jamais fait, comment dans d'autres projets ça peut se faire, donc tu l'appliques à ton niveau et ton process à toi. Donc en général, c'est plus un atout. Mais après, m'y perdre, je m'y perds des fois dans l'orga. Moi, je suis un peu bordélique, je suis un peu, tu vois, à droite à gauche. Donc des fois, c'est beaucoup, on va dire, de charge mentale, entre guillemets. Et après, moi, j'aime pas dire ça parce que
je me considère vraiment genre privilégiée en fait avec le style de vie que j'ai et le taf que je fais. Mais des fois, c'est un peu genre pesant, quoi. Des fois, je me dis, j'ai besoin d'un assistant. Mais après, je me dis, l'assistant, je sais pas comment je vais le guider, je vais le diriger, je vais un peu l'amener à faire des trucs intéressants pour moi et pour lui, parce que moi-même, des fois, je suis débordée. Beaucoup de trucs à la dernière minute, machin. Mais après, ça fait aussi partie de nous, notre métier, tu vois, que ce soit dans la musique, le ciné, tout ce qu'on fait, on va dire, par nous-mêmes. Il y a souvent des changements de dernière minute, il y a souvent un manque de budget. Faut toujours s'adapter. Donc, faut être flex un peu. Tu vois. Des fois, tu as des deadlines de fou. Des fois, tu as peu de temps, peu d'argent pour faire un truc gros, tu vois. Et pour moi, c'est plus... tu vois, moi, c'est un truc aussi que j'aime, tu vois, ce truc de challenge et tout. Après, je dis pas que je veux pas les budgets de Netflix ou Universal et compagnie. Hein. On veut les budgets. Ça te plaît de... Pour l'instant, ce style de vie ou Ouais, ça me plaît. Et puis surtout que, comme tu as dit, tu vois, un an passe très vite. Il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup d'évolutions dans tous les cas, que ce soit positif, négatif, les trucs qui se passent, les rencontres, des projets. Il y a des projets qui échouent aussi. On n'en parle pas forcément. Tu vois, on aime bien mettre en avant les trucs qui réussissent, mais on ne parle pas forcément des trucs aussi qui ne réussissent pas. Mais en tout cas, pour moi, franchement, non, c'est que du kiff, c'est que du plaisir. On fait un boulot où... Déjà, on fait un truc d'image, on fait un truc de divertissement, tu vois. Donc, pour moi, genre, faut pas... Moi, je prends ça très, très au sérieux, très, très à cœur parce que c'est un truc hyper important pour moi. Mais je vais plus me rendre malade pour des projets ou pour des gens avec qui je bosse, par exemple, tu vois. Genre, je pense qu'il faut quand même un certain lâcher-prise. Dans ce milieu, il y a beaucoup de gens qui ont peur de pas réussir et qui ont envie de courir ou ils ont pas forcément envie que tu brilles avec eux ou ils ont pas forcément envie de... Mais ça, je pense que c'est partout, c'est un truc humain, en fait. Mais sinon, non. Je suis très contente pour l'instant. Voilà, que ça continue d'évoluer et puis après on verra quand on sera je sais pas quel stade, dire si on aime, on n'aime pas. Là pour l'instant on va dire que j'ai ce pourquoi je travaille quoi, donc je suis contente, je suis grave contente. Et tu dirais quoi aux gens qui ont tendance à dire que à force de vouloir être partout on est nulle part? Je les comprends. Je comprends, mais je suis pas d'accord. Et même, je dirais même plus loin. Il y a aussi ceux qui disent à vouloir être bon partout, finalement, t'es moyen partout. Ouais, ça, c'est un truc que j'ai beaucoup entendu aussi, me concernant ou en général. Moi, la première fois que j'ai remis en question ce truc-là de plusieurs casquettes et de polyvalence de mon métier, en fait, c'est parce qu'on me disait... il y avait des gens qui me contactaient pour le boulot et qui me disaient j'aime grave ton univers, j'aime grave ce que tu fais, tout ça, mais j'ai envie de bosser avec toi, mais je comprends pas exactement c'est quoi ton métier, tu vois. Justement, désolé, je te coupe. Non, juste pour le rappeler, parce qu'on a été un peu vite au début, mais là. Tu peux juste rappeler vraiment ce que t'es en fait. Le listing. Moi, alors à la base, on va faire un truc chronologique comme ça me permet de m'y retrouver. Moi, à la base, je suis photographe, donc autodidacte, c'est ce que j'aime, c'est ce que j'ai appris de manière intuitive. Ensuite, je suis graphiste de formation, parce que c'est ce que j'ai étudié à l'école. Tu peux expliquer aux gens qui ne savent pas ce que c'est que le graphisme? Je suis graphiste, c'est la personne qui crée des identités visuelles, donc on peut dire logo, flyer, enseigne, site internet, carte de visite, tout ce qui constitue un peu l'identité d'une entreprise ou d'un artiste. C'est pas forcément entreprise, ça peut être des talents, ça peut être des gens qui font de l'argent avec leur image aussi. Et donc voilà, donc ça c'est ce que j'ai étudié à l'école et qui m'a permis d'apprendre aussi beaucoup de trucs, rien que même liés à l'image, même si c'est pas de l'image directement comme nous on l'entend, c'est-à-dire vidéo, photo. Oui. C'est un truc où j'ai appris beaucoup de... Enfin, là je me perds. Où j'ai appris beaucoup de choses. Je suis en train de tout expliquer. T'inquiète. Mais donc photographe, graphiste. Graphiste, ouais. J'ai été aussi chef déco cinéma. Ça c'est un truc que je Décoration. C'est ça. Et pas économie. Ouais, voilà. La première fois que tu me l'as dit, je me suis dit, j'étais en train d'écrire, j'ai mis D apostrophe ECO. Je me suis dit, non, c'est pas ça. Non, chef décoratrice, donc au ciné. Ça, c'est comme ça que j'ai commencé à bosser au cinéma. C'est un truc que je fais moins maintenant. Oui, parce qu'elle est dans le cinéma aussi, mais on va en parler. Donc je bosse aussi au ciné. Chef déco, assistante réalisateur, trice, directrice de production aussi.
Et moi, ce que j'aime bien dire, c'est directrice artistique parce que bon, c'est ce que je fais la plupart du temps. Et c'est aussi ce qui regroupe un peu tout ce truc d'approche visuelle autour de, on va dire, un peu n'importe quel projet. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit là. Donc ouais, ça fait beaucoup. C'est pour ça que, et en soi, moi je te comprends parce que je pense pas à ton niveau ni autant de casquettes que toi, mais c'est un peu ma situation aussi. Et pour l'instant, peut-être que je le maîtrise pas encore très bien, mais des fois, ouais, ça m'arrive d'un peu m'y perdre, tu vois, et de ne pas gérer toutes les casquettes que je dois avoir parce que c'est compliqué, tu vois. Tu dois passer d'un milieu à un autre et parfois dans ces milieux-là, c'est pas les mêmes personnes et c'est pas les mêmes codes, tu vois. Clairement. Que ce soit au boulot, que ce soit au niveau du podcast, que ce soit au niveau du sport et même d'autres choses encore à côté, c'est pas les mêmes codes, c'est pas les mêmes personnes, c'est pas le même vocabulaire, c'est pas le même statut que toi tu as. C'est clair. J'ai pas le même statut au boulot que j'ai dans le sport ni dans le podcast, tu vois. C'est clair. Donc c'est tu vois, au bout d'un moment, même toi, tu t'y perds. Mais toi, tu me demandais, mais toi, ta sensation par rapport à ça, tu te sens pas plus fort que la moyenne, tu te sens pas plus grâce à ça? Bah si, parce que moi, j'ai l'impression que dans n'importe quelle situation, je vais m'y retrouver et je vais m'en sortir, tu vois. Tu me mets n'importe où, dans n'importe quel contexte. Je vais pas stresser, je vais pas... tu vois, je vais prendre les infos, ok, c'est comme ça, les codes, c'est ça, et puis je sais que je m'en sortirai. Mais ouais, c'est juste que là, ça va mieux, tu vois. Mais au départ, quand tu... Et puis tu sais, t'as aussi ce truc de... Légitimité. Je savais que t'allais me parler de ça. Tu vois, je comprends. Est-ce que vraiment... Tu vois, après, on se pose mille et une questions, tu vois, quand tu t'embarques dans des projets. Donc, Je comprends. Après, par rapport à ce que tu me demandais là... avant, par rapport à ce truc-là où on entend souvent où les gens ils ont tendance à dire que voilà, si t'es partout, t'es super bon nulle part, etc. En soi, ça a une logique, je comprends le raisonnement. Moi aussi, à des moments où je me disais peut-être que je m'éparpille ou que j'arrive pas à me diriger dans une seule direction et à faire mon truc au max. Donc, je pense que... Oui et non, enfin je le comprends, ouais, mais pour moi c'est plus un truc que les gens qui ne le sont pas essaient de te mettre en tête parce que pour eux ça leur paraît bizarre. Exactement, je suis totalement d'accord avec toi. Et en fait, parce qu'eux ils n'y arrivent pas et du coup ils projettent leur peur et leurs... Mais soit ils n'y arrivent pas, soit ils essayent même pas, ils sont même pas dans ton cas de figure et en fait pour eux ça leur paraît... c'est du chinois pour eux, tu vois. Quand je vois même des gens qui sont dans mon milieu et qui sont créatifs comme moi, qui ont mon âge... Ils se demandent comment ça se fait que en même temps je suis truc, en même temps je suis truc, alors que tout a un lien et que tout se regroupe dans des projets que je te montre sur la table et que quand tu m'appelles pour bosser, je te dis voilà moi ce que j'ai fait dans ce projet et que tout a du sens. Pour moi c'est plus un truc que les gens trouvent un peu bizarre, c'est un truc un peu de mentalité. Je sais pas si c'est français, je dirais pas ouais ici en France c'est comme ça. Moi j'ai un peu l'expérience de la Belgique, tu vois, c'est juste à côté, c'est plus ou moins quasiment le même système sur certaines choses mais très différent aussi sur d'autres. C'est souvent quand même ici qu'on m'a dit ça. En fait c'est soit on comprend pas trop ce que tu fais, soit t'es surqualifié pour un truc, tu vois, parce que du coup t'as ce truc là où t'es capable de faire le boulot de 3 personnes en même temps, tu vois, donc forcément c'est un peu déstabilisant parce que soit ils ont pas le budget pour te payer au niveau de ce que tu sais faire, ou soit parce que c'est pas classable, ou soit parce que du coup t'es autodidacte. Donc, tu vois, moi, ce truc de légitimité dont tu parles aussi, je le comprends, parce que moi, ça m'a surtout beaucoup fait ça par rapport au cinéma, parce que par rapport aux autres trucs, je suis arrivée un peu plus tard dans mon process, dans ce truc-là, et que tu commences à bosser avec des gens qui ont une petite expérience, etc., et où on te demande un peu d'où tu sors. Et c'est exactement ça. Tu sais, toi, t'arrives dans un milieu où en fait, t'as pas les mêmes codes que eux. Clairement. Parce que toi, t'arrives avec plusieurs expériences, plusieurs casquettes. Moi, je venais de la musique, principalement. Tu vois, du rap. Donc eux, ils comprennent pas. Ils disent, mais qu'est-ce que tu fous là, tu vois. Donc. Et après, je pense que avec le temps, j'ai appris à dealer avec ce genre de questions et de réactions, et que moi, personnellement, ça me heurte pas du tout. Ça me vexe pas du tout. J'explique, j'aime bien prendre le temps d'expliquer aussi aux gens c'est quoi mon parcours, qu'est-ce que j'ai été capable de faire alors que j'avais 22 ans et aucune formation dans le délire, et que à partir du moment, tu vois, quand tu fais en fait nous les indés, et je me bats pour notre cause, c'est pour ça que je parle comme ça, genre nous les indés, les autodidactes, etc., en fait on est en général plus forts, enfin selon moi, que les gens qui sortent des écoles et qui ont un cursus on va dire plus classique, parce qu'en fait, on a appris en faisant. Et au cinéma, c'est ce qu'on va te dire pendant
toute ton école de ciné, on va te dire un tournage, ça se passe jamais comme prévu, une production, ça se passe jamais comme prévu, gérer des budgets, ça se passe jamais comme prévu. Et en fait, ça, nous, on n'a pas besoin qu'on nous le dise parce qu'on est au courant. Depuis le premier jour où on a géré des budgets, où on a organisé des événements, où on fait n'importe quoi, tu vois, par rapport à la musique, parce que moi, je viens vraiment de là, tu vois. En fait, si je sais gérer un budget de 1 000 euros qui, pour toi, paraît rien et que tu n'es même pas capable de faire quelque chose avec 1 000 euros et que moi, j'ai été capable de produire 3 singles, un clip et d'organiser un concert dans ce truc-là, je vois pas pourquoi, avec 250 000 euros et plein de moyens et une équipe avec moi, je peux pas produire un court-métrage ou une mini-série ou un délire. Tu vois ce que je veux dire ? Je suis habituée à faire pire que ce que tu demandes. Donc, voilà, quoi, tu vois. Mais du coup, ça peut être aussi compréhensible que de l'autre côté, les gens, ils se disent, mais c'est pas possible, tu vois. Et que limite, ils se disent, mais c'est une fraude, tu vois. C'est pour ça, je comprends totalement et c'est pour ça que je dis, pardon, ça me heurte pas du tout et j'aime bien justement ce truc un peu, tu sais, pour moi c'est un petit défi aussi de montrer de quoi on est cap, quoi. Tout à l'heure t'as parlé de ton point d'entrée qui a été t'as été chef décoration. Ouais, ça c'est le point d'entrée au ciné, ouais. C'est ça. Parce que du coup, ça a été ton point d'entrée, mais à la base de la base, t'as dit que t'as fait des études dans l'art. Ouais, dans le graphisme. Dans le graphisme, pardon. Ouais, c'est une école supérieure d'art, donc en vrai, ouais, c'est une école d'art, parce que on apprend autant, enfin moi, de l'école que j'ai fait, qui était une trop chouette école, qui s'appelle le 75 à Bruxelles. Ouais, c'est à Bruxelles. On apprend autant à gérer les logiciels, Photoshop, Illustrator, etc., que du dessin d'observation, que de la publicité, donc c'est un truc, ça ressemble plus à une école d'art qu'à une école de com visuelle, par exemple, tu vois. Mais du coup, ça a été quoi le tremplin pour aller faire de la décoration? Déjà, tu peux nous expliquer c'est quoi de la décoration, parce que c'est pas au ciné, c'est pas de la déco comme on fait à l'intérieur de chez nous, à la maison. Donc c'est quoi de la déco au cinéma en plus, hein? En fait, pour reprendre un peu, pour expliquer un peu le cheminement, c'est que moi, donc je faisais déjà de la photo, je faisais déjà de la vidéo, c'était un truc que je faisais hyper instinctivement depuis longtemps. Le ciné, ça a un peu toujours été un petit rêve, un peu, pas sur lequel je faisais un déni, mais sur lequel j'avais fait une petite croix. Parce qu'en fait, quand je suis sortie du bac, je suis allée 1 an à Londres. Je suis partie, j'ai bossé là-bas, enfin, j'étais pas à l'étude et tout. Quand je suis revenue à Nancy, je me suis réinscrite, c'était à l'époque de APB et compagnie, où tu faisais tes choix d'école là, sur un site internet qui décide ta vie pour toi. J'avais fait En fait, moi, ce que je voulais faire, c'était un BTS audiovisuel. Ça, c'était le truc que je voulais, parce que je me suis dit, je vais apprendre à gérer des caméras, des appareils photo, je vais avoir le petit bagage technique que j'ai besoin pour faire le truc que moi j'aime, c'est de l'image. Et en fait, vu que moi, j'avais un bac littéraire en histoire de l'art, j'ai compris après, hein, mais sur le coup, c'était frustrant, j'étais recalée de partout, parce qu'en fait, t'as pas le bagage qu'ils attendent. Parce qu'un BTS audiovisuel, c'est un truc technique, c'est mieux si tu sors de bac S, évidemment, parce que t'as des notions dont t'as besoin. Sur le coup, je m'en rendais pas compte. Moi, pour moi, c'était genre, on me boycotte, je sais pas pourquoi, je suis partie 1 an à Londres, ça fait peur à tout le monde, parce que j'ai un trou d'1 an dans ma scolarité, tu vois. Donc, en fait, c'est pour ça que je suis partie à Bruxelles. Mais pourquoi je suis pas partie à Bruxelles faire une école de ciné alors que là-bas, il y a parmi les meilleures écoles d'Europe? Ça, je sais pas. Est-ce que c'est parce que ça m'avait refroidi et je me suis dit je suis pas capable de le faire ou quoi? Mais en fait, on m'a recommandé en fait des écoles d'art. On m'a expliqué un peu comment ça se passait là-bas. Le système scolaire, il est un peu différent, tu vois. Donc bref, c'est comme ça que je me suis retrouvée à Bruxelles à faire une école de graphisme où j'étais bien, je kiffais, j'étais épanouie parce que j'apprenais beaucoup de nouvelles choses. Mais c'était pas ma passion. C'était pas comme faire de l'image, tu vois. Moi, ma passion, c'est faire des belles images. Donc, je continue à faire de la photo. Je rencontre des gens. À Bruxelles, il y a un vivier de talents incroyable et de gens qui se connectent et qui font des trucs ensemble. Donc, il y a des nouvelles opportunités qui tombent. Je fais mes premières expos. Je finis par faire une expo au Centre Pompidou à Bruxelles. Donc, une consécration de ouf pour moi parce que j'avais jamais fait de vrais gros trucs dans des institutions culturelles comme ça. Donc, trop bien. Et en fait... le ciné s'est tombé, on va dire, un peu comme ça, de nulle part. Parce qu'en fait, j'ai été contactée donc, sur Instagram, comme pour la plupart des beaux projets que j'ai faits via Instagram, par une meuf, une réalisatrice de Bruxelles qui s'appelle Maya Ajmia Zelama, qui est une très, très, très bonne amie à moi maintenant. À l'époque, on ne se connaissait pas du tout. Moi, je voyais ce qu'elle faisait, parce qu'elle fait partie d'un collectif qui s'appelle Blé d'Art. Elles organisent des événements, elles font plein de trucs trop chouettes. Entre meufs, racisées, en gros, moi, ce qui me fait kiffer et ce pourquoi je suis très, très admirative d'elle, même avant de la connaître, c'est toutes les initiatives auxquelles qu'elle a initiées, quoi, on va dire.
Et en fait, elle me contacte en me disant... J'étais en train de me dire, quand tu dis racisé, c'est pas que ce sont des filles qui sont racistes, hein, c'est juste que c'est des filles qui sont ethnisées, racisées. On va dire. Oui, ouais. Peut-être le terme, il est pas... Parce qu'il faut comprendre que Noah, c'est une personne qui vit pas seulement à Nancy, donc je pense que t'es devenue une personne multiculturelle, donc t'as pas forcément les mêmes codes maintenant qu'on a en France. C'est possible. Il n'y a qu'en France où on fait la distinction, oui, il n'y a pas de race, etc., alors que dans les autres pays à l'international, on parle de race, etc. Et c'est pas vu de manière négative comme c'est vu en France. Non, oui, donc, voilà, tu parles pas de personnes c'est le terme que mais... nous, les gens racisés, utilisons pour parler de nous. Voilà, c'est... tenais juste à le... Non, mais tu fais bien. Mais ça, c'est tout un pan aussi dont on pourrait parler 1000 ans, qui est très intéressant aussi. Mais, et du coup, donc il y a cette réalisatrice dont je connais un peu le boulot et tout, qui me contacte et qui me dit, écoute, moi j'aime trop tes images. À l'époque... comme aujourd'hui, on va dire, je suis pas beaucoup plus assidue sur Instagram maintenant, mais en gros, je partageais mes photos, un peu mon univers et tout. Et donc, elle me contacte en me disant qu'elle aime trop mes images et tout, elle kiffe mon travail et qu'en fait, elle fait un court-métrage qui lui tient grave à cœur et que c'est la première fois qu'elle fait un court-métrage en dehors de l'école et que du coup, c'est un truc avec un mini-budget, machin, qu'il n'y a pas forcément d'oseille et tout, mais qu'elle veut que je fasse partie de ce truc-là et elle veut que je sois sa chef déco. Donc moi, quand elle me dit ça, je me dis, attends. Déjà, elle me dit, bon, est-ce qu'on peut se parler au téléphone, machin. Je lui dis, ok. On se parle au téléphone et moi, je lui dis, mais je sais même pas c'est quoi le boulot de chef déco, genre. Tu sais que je suis pas chef déco, tu sais que moi, je suis photographe à la base. Et du coup, on a fait quoi ? On a fait un rendez-vous qui a duré, je pense, entre 4 et 5 heures, où elle m'a expliqué c'était quoi le boulot de chef déco, ce qu'elle attendait de moi. Et donc, un ou une chef déco au cinéma, en fait, c'est quelqu'un qui travaille en collaboration avec le réalisateur et avec l'équipe image. Donc, l'équipe image, c'est-à-dire le chef-op, la lumière, tout ce qui va ajouter quelque chose à l'image et qui contribue à la construction de celle-là. Chef-op, c'est soit chef-op, soit directeur de la photographie. En général, c'est la personne qui tient la caméra. Pas toujours quand c'est des gros budgets, mais... C'est la personne qui on va dire, c'est la personne en charge de l'esthétique du film, en fait, qui choisit la manière dont on va cadrer les personnages, la lumière qu'on va utiliser et comment on va faire ressentir les intentions du réalisateur à la lumière et à l'image, quoi. Donc Désolé, je t'ai coupé. Non, t'inquiète. Non, t'inquiète. Et du coup, elle m'explique c'est quoi le boulot de chef déco. Elle me dit, voilà, ça, c'est mon scénario. Je te laisse le lire, je te laisse prendre un peu du temps pour le découvrir et tout. Tu vas d'abord commencer par me faire un dépouillement. Donc, je lui dis, c'est quoi un dépouillement ? Donc, en fait, c'est la liste de tous les éléments de décor explicites qui sont cités dans le scénario. Donc, c'est une base de travail, en fait. À partir de ça, tu commences à prendre en compte donc, qu'est-ce que tu vas devoir construire comme décor. Là, en l'occurrence, c'était un truc à huis clos dans une chambre d'un personnage principal en fait, qui doit raconter sa présence parce qu'il n'est jamais là à l'image. Donc, ça doit être un truc assez archi-personnel, etc. Enfin... On discute du propos et je me mets à faire le taf aussi de chef déco pratique. Une fois que tu as conçu un peu tes idées, que tu sais que ce que tu vas devoir faire, c'est... tu vois, là, en l'occurrence, c'est une chambre d'un mec qui a 22 ans à peu près, qui habite encore chez ses parents. C'est des éléments sur les personnages que tu prends et que tu rends réels à travers du décor, quoi. Donc, elle m'explique tout ça. Je me dis, OK, bon, j'ai un petit stress parce que je me dis, j'ai jamais fait, mais bon, je me sens bien, en fait. Genre, je me sens bien, je me dis, c'est un nouveau truc. Et du coup, on se met à chercher des éléments de déco, soit on récup, soit on achète, mais on n'a pas trop de budget, donc le mieux c'est de récupérer ou d'emprunter, etc. Ok, c'est toujours un truc que je me suis demandé quand je regarde des films. Je me suis dit, mais est-ce qu'ils ont genre une espèce d'entrepôt, un entrepôt ou un truc où à chaque fois qu'ils ont besoin d'un objet, une télé, un lit ou un truc, ils y vont, ou un vêtement, ils y vont et ils prennent ce dont ils ont besoin, ou alors ils doivent aller acheter comme nous dans des magasins. En gros, c'est les deux, parce qu'en gros, en général, les chefs déco qui sont vraiment, on va dire chefs déco, dont c'est le métier, qui font ça tout le temps et voilà, et qui se développent sur ça et qui font de plus en plus de gros projets, ils ont soit eux un petit entrepôt. C'est-à-dire, ça peut être un garage où tu accumules tous les éléments que tu as achetés pour des projets, par exemple. Et tu sais qu'il y a des trucs dont tu te resserres tout le temps. Là, tu parlais de télé, tu parles d'ordi, tu parles de canapé. Il y a des trucs basiques que tu peux ressortir un peu à chaque fois que tu montes un décor, quoi.
Et évidemment, ils achètent aussi des nouveaux trucs en fonction de chaque projet qui sont spécifiques et que tu as besoin de trucs. Ils font faire aussi des choses, ils font aussi des choses. Ils ont des équipes parfois de menuisiers, etc., qui construisent des trucs pour eux. Des fois, on construit des murs. Donc, et il y a des entrepôts aussi, mais surtout dans des grandes villes. Ici, il n'y en a pas, par exemple, mais il y a des entrepôts qui ressemblent à des genres d'Emmaüs, tu vois, comme on a ici, qui sont spécifiques et dédiés aux professionnels de la déco. Et voilà, qui ont des genres de hangars rangés par... là, c'est que des vases, là, c'est que des chaises, là, c'est que des trucs. Et tu as accès à ces trucs-là. Soit tu les loues, soit tu les achètes. En général, tu loues, surtout sur des grosses prods. Parce que bon, si tu te mets à acheter tout et n'importe quoi, là, ça devient n'importe quoi au niveau consommation, tu vois. Mais en gros, voilà. C'est à peu près comme ça que ça s'est passé. Donc ça, c'était ta première expérience? C'était ma toute première expérience au cinéma. Donc ça veut dire sur de la fiction. J'avais déjà fait des tournages de clips. Beaucoup amateur, complètement amateur, mais j'en avais déjà beaucoup fait. Mais là, c'était ma première fois sur un film. Et ça a été une genre de révélation, on va dire. Bon, c'est pas pour faire... tu mets la petite musique. Mais genre une révélation, parce que déjà, j'ai pris grave du plaisir. J'ai rencontré des gens qui sont des amis très proches à moi à l'heure actuelle, donc avec qui on a eu une sorte de connexion déjà autour d'un projet. Enfin, tu sais, faire un film, ça a quand même une petite dimension magique dans le sens où, là, en l'occurrence, c'était une semaine. On a passé une semaine, 5 jours les uns avec les autres, presque 24 heures sur 24, dans le but d'un même truc. On est tous en train de regarder l'image et ce que les acteurs ils nous donnent. L'émotion du film, l'émotion des personnages, on se les prend tous ensemble et c'est un truc un peu, c'est une bulle dans le temps. Là, pendant une semaine, le seul sujet de ta vie, ça sera le film, quoi. Parce qu'il y aura toujours des trucs qui vont pas se passer comme prévu, on va prendre du retard, demain, il va falloir venir encore plus tôt. Et c'est un truc un peu que moi, j'aime bien dire de sacrifice collectif, sacrifice dans le sens de l'effort qu'on donne sans compter, tu vois. C'est un sorte d'effort collectif qui, moi, ça me fait vibrer. Moi, c'est un truc que moi, je suis limite, j'ai l'impression d'être accro à ce truc-là de tournage, tu vois. Et je pense qu'il y a plein de gens du milieu qui ressentent la même chose. Parce que c'est un truc hyper intense avec des gens que tu viens de rencontrer. Tu fais des belles images, tu te prends des baffes parce que les acteurs, ils sont trop forts, parce que l'histoire, elle te parle, tu vois. Encore pire quand c'est des projets pas beaucoup produits, où les gens sont là vraiment pour le film, tu vois. Ils sont pas là parce qu'ils prennent leur oseille ou parce qu'ils font leurs heures d'intermittence, quoi. Ils sont là parce que ils croient vraiment au projet, quoi. Donc ça tisse des liens de fou. Après, c'est pas à chaque tournage que tu crées une famille. Mais là, c'est bien, ça a été la première expérience et c'est vraiment ça qui a révélé... Parfaite. Moi, j'ai vécu le tournage parfait pour une première fois, en fait. Et en plus, ce que tu m'avais dit, c'est que le milieu du cinéma, c'est très difficile d'accès. Et tu peux nous dire sous quelle forme, pourquoi tu dis ça? Après, ce que je disais, difficile d'accès, comme je t'avais dit, comme on en avait un peu parlé, ça dépend pour qui. Ça dépend, tu vois, moi par exemple, là, comme j'ai raconté mon premier date avec le cinéma, ça a été archi fluide et simple pour moi parce que c'est venu à moi. Mais plus dans le sens où c'est quand même c'est un écosystème en soi, c'est un boulot de réseau, comme beaucoup de trucs, comme la musique aussi, c'est la même chose, tu vois. Et en fait, c'est... Même moi, maintenant, en tant que réalisatrice, maintenant que je me suis développée, que je fais d'autres choses, etc., et que je suis à la tête de certains projets, je me rends compte aussi que quand tu commences à bosser avec des gens avec qui t'aimes bosser, tu veux bosser qu'avec eux. Si eux sont pas dispo, ils vont te conseiller des gens que eux connaissent, avec qui ils ont confiance. Et que quand c'est ton projet, tu prends pas le risque en général de bosser avec quelqu'un dont soit t'as jamais vu le boulot, soit qui débute, soit que tu connais de nulle part ou qui t'a pas été recommandé par quelqu'un de confiance. Je vois ce que tu veux dire. Donc en fait, c'est un truc de réseau. Je pense pas que ce soit... c'est à blâmer en soi, tu vois, ça s'explique. Mais voilà, ça reste quand même un truc... tu vois, il y a beaucoup de gens, des fois, qui me disent « Ouais, tu fais comment pour rentrer truc ?» Et comme je leur dis, nous... moi, je considère pour l'instant que j'ai fait mes petits accomplissements, mais pour l'instant, on n'est pas rentré dans le milieu du cinéma français. Pour l'instant, ils savent pas qui on est, ils ont pas encore vu ce qu'on fait, ils nous ont pas encore sorti des gros budgets, entre guillemets. Bon. Quand tu dis on, c'est quoi? Pour moi, c'est moi et mon équipe, quoi. Parce que moi, vous avez un nom? Non, on n'a pas de nom et c'est des équipes qui changent au fur et à mesure des projets. Mais moi, je peux pas voir mon boulot comme un truc de moi. Tu vois, oui, bien sûr. Parce que moi, je fais rien toute seule presque, tu vois. Je peux initier des projets, je peux rassembler des gens pour faire un truc, je peux avoir l'idée de faire un truc.
Mais moi, dans mon boulot, je suis jamais toute seule, quoi. Donc, voilà. Du coup, ta première expérience a été chef décoration. Ouais. Mais t'as aussi eu des expériences en tant qu'assistante réalisatrice, tu m'as dit? C'est ça. Ça, c'est le deuxième pan un peu de ce que je fais au ciné. Et en fait, qui est venu assez rapidement, c'est qu'en fait, moi, très vite, j'ai compris qu'en fait, moi, ce que je voulais, c'était réaliser. Justement, tu peux nous... Parce que moi, du coup, moi aussi, je débute dans ça et entre guillemets, je peux dire que j'ai quelqu'un qui s'occupe de la réalisation des épisodes. Merci Clément. Mais je pense que... Alors, sans diminuer le travail que tu fais, Clément, je trouve que c'est très bien ce que tu fais. Je pense que toi, tu fais de la réalisation, mais à un autre niveau. Enfin, même c'est autre chose que tu fais. Tu peux nous expliquer vraiment c'est quoi de la réalisation? Tu vois, moi, ce que je fais actuellement quand je réalise, c'est des clips. Donc en fait, des clips de chansons? Des clips, ouais, des clips musicaux. En général, pour le rap, du coup, parce que c'est ma musique de cœur, c'est mon environnement, c'est dans ça que j'ai grandi, c'est ça qui m'a amené à faire de l'image et c'est ça mon histoire, quoi. En fait, ce qu'on fait en tant que réalisatrice, c'est prendre contact avec les artistes, ou les artistes en général, c'est les artistes qui prennent contact avec nous, et ensuite on écrit en fait de l'image à partir de leurs morceaux. Donc en fait on discute de écoute, moi quand j'ai écouté ton morceau, ce que j'ai ressenti c'est ça, moi je vois bien ça, et si on faisait tel et tel plan, et si on mettait ça. Et le réalisateur, la réalisatrice, c'est la personne qui est à l'initiative de l'univers visuel qu'on propose. En fait, c'est toi qui va donner vie aux paroles. C'est toi qui dirige tout le truc après, quoi, tout le tournage, les intentions, en fait, tu vois. Toi et l'artiste, vous êtes tous les deux responsables, en fait, de ce que ça va véhiculer comme image, quoi. Donc voilà. En tant que réalisatrice, c'est ça que je fais. Mais d'accord, ok. Donc, le réalisateur, c'est vraiment celui qui donne vie. Moi, je voyais pas ça comme ça. Moi, je pensais que justement, l'artiste, lui, il a son truc en tête et qu'il vient et il dit écoute, moi, j'aimerais faire ça, j'aimerais faire ci, j'aimerais que ça soit là, etc. Et que le réalisateur, il la laisse s'adapter à ce que l'artiste... Je pense que ça doit être un peu comme ça. En fait, c'est... Pardon, je te coupe. Non, en fait, ça dépend. En fait, ça dépend. T'as des artistes qui ont déjà des intentions de base quand ils écrivent un son et qui décident de faire le clip. En général, ils ont quand même un univers dans la tête. Enfin, tu vois, ils se disent qu'il y a quand même, peut-être ils voient ça de nuit, peut-être ils voient ça à truc. Enfin, tu vois, ils ont déjà certaines fois des intentions, d'autres pas du tout. Après, ça dépend de quelle, entre guillemets, catégorie d'artistes on parle. Quand c'est des artistes indés, en général, oui, ils ont des idées, Quand t'es un artiste signé en major ou dans des labels gros, ou t'as des équipes qui bossent avec toi, t'as des gens, t'as des directeurs artistiques, des chefs de projet, des gens en fait qui sont là, entre guillemets, pour penser à ça, qui vont t'aiguiller sur quel morceau, plutôt qu'un autre, dont tu devrais faire le clip, avec quel genre de personnes tu pourrais bosser, ils te suggèrent des réalisateurs, ils te suggèrent des équipes. Donc ça dépend, tu vois. Moi aussi, je kiffe bosser avec des artistes qui ont déjà des idées, parce que, entre guillemets, ça te met déjà une base. Une petite base et un petit... T'apprends aussi à connaître l'artiste comme ça, parce que t'écoutes sa musique, mais entre la musique et l'univers visuel, il y a beaucoup de choses. Donc, faut réussir à traduire ça aussi. Des fois, quand tu bosses pour la première fois avec quelqu'un, t'es pas toujours sûr que ça va lui ressembler, tu vois. Oui, et moi, c'est pour ça que aussi, comme je dis souvent à mes artistes et les artistes avec qui j'aime bien bosser... on va dire, sur plusieurs projets. Moi, j'aime bien bosser sur du long terme. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça fait plus sens. Parce que quand tu arrives et que tu es ponctuel, c'est-à-dire que toi, moi, je me considère aussi comme une artiste, avec une vision, avec des références, avec des choses que j'ai envie de mettre en avant. Tu collabores avec un autre artiste pour la première fois, tu peux pas faire un truc qui parle soit... Il n'y a rien de parfait, tu vois ce que je veux dire. Il n'y a jamais rien de parfait. Il faut du temps pour se connaître. Et vraiment... Pour moi, apprendre à se connaître, apprendre à savoir quelles sont tes références, quels sont les trucs que t'aimes, qu'est-ce qui toi te ressemble, c'est quoi la différence entre ce qui te ressemble et ce à quoi t'aimerais ressembler, etc. Pour moi, c'est hyper important. J'aime pas arriver, surtout auprès des rappeurs. Moi, je parle d'eux parce que j'ai l'habitude d'eux, tu vois. J'aime pas arriver avec un truc, tu vois, je veux pas donner l'impression de coller quelque chose qui te ressemble pas. J'ai pas envie de te déguiser, j'ai pas envie de t'amener dans un univers qui correspond pas, j'ai pas envie qu'on tourne dans des clichés, j'ai pas envie qu'on tourne aussi dans un truc qui n'a rien à voir, qui est lunaire par rapport à toi, ton environnement et ce que t'as envie de véhiculer. Et il y a des artistes qui sont
plus, entre guillemets, ouverts à des choses nouvelles que d'autres. Il y a des gens qui... Enfin, tu vois, ça dépend. Et pour moi, c'est ça la richesse et le bonheur, en fait, de bosser avec d'autres artistes, en fait, tu vois. Clairement. Et à côté de ça, t'as été chef déco, t'es assistante réalisatrice, on va pas pouvoir tout énumérer, mais t'es aussi directrice de production, tu fais du planning, etc. Bah justement, ce que je voulais dire, une petite précision comme ça, c'est que le taf en fait d'assistant réal, c'est pas un taf de réalisateur. C'est un taf, c'est en fait tout l'aspect, on va dire logistique, plus ou moins, d'un tournage. Ça veut dire que si toi, demain, tu réalises, donc tu viens, écoute Noah, moi, mon projet, mon scénario, c'est ça, il y a tant de budget, il y a tant de trucs, on a prévu 3-4 jours de tournage, par exemple, l'équipe, c'est à peu près ça, etc. Moi, maintenant, mon rôle, c'est de faire un planning pour que tous tes plans rentrent entre tes 3 jours de tournage et dialoguer avec tes équipes pour leur donner leurs horaires, leur transmettre, par exemple, des documents de la production, donc des contrats, prendre en considération leurs besoins, faire en sorte qu'ils aient tout ce dont eux ont besoin sur le tournage. Donc s'ils ont besoin d'autres assistants pour eux les assister, ou s'ils ont besoin de dispositions spécifiques, par exemple pour, je sais pas moi, les make-up artistes, elles ont besoin d'avoir un coin à elles qui est propre, qui est fermé, où il y a de la lumière, où il y a un miroir, où il y a un machin, il faut trouver ça sur le lieu de tournage. Si on tourne en plein milieu de la nature, par exemple, on sait déjà que ça va pas être ça la configuration. Du coup, ça va être peut-être qu'on trouve un van, peut-être qu'on trouve un truc pour qu'elles aient un endroit sec, avec un peu d'intimité où elles font leur truc, où elles ont de la lumière, etc. Machin. Donc en fait, ça a un peu rien à voir, oui et non. Parce que en fait, l'assistant réal, c'est l'assistant du film, quoi. C'est toi qui, sur le tournage, fais la police du temps. On n'a plus le temps, faut passer au plan d'après. On n'a plus le temps, faut accélérer, faut truc, machin. Là, on est bien. Et c'est toi qui actualise le planning tous les jours, qui envoie les mails, qui envoie les horaires aux gens, etc. Machin. Donc, c'est vraiment un taf plus qui s'apparente, moi, je trouve plus à un taf de régisseur, par exemple, tu vois, ou un taf d'assistant prod, qu'un taf de réalisateur. Le réalisateur, quand il a son assistant réal, lui, il doit être concentré. T'es là pour que le réalisateur il pense qu'à ses acteurs et à son film et à ses idées. Pour pas qu'il pense à tout ce qui est soulager le travail entre exactement. Pour pas qu'il pense à tout ce qui est logistique, quoi. Je me dis ça, tu me dis ça sur des projets qui durent 4-5 jours. Moi, un de mes films préférés, c'est Interstellar. Ouais. Je me dis, mais je comprends maintenant en fait pourquoi ça met autant de temps, des années parfois, à ce que des films, des mastodontes comme ça sortent, tu vois. C'est clair. Donc, ça... Et je comprends aussi pourquoi ça coûte aussi cher. Ouais, je comprends aussi pourquoi ça coûte aussi cher, parce que là, le nombre de personnes dont on a besoin pour des projets comme ça, c'est clair. J'imagine même pas. Ouais, c'est clair. Donc, je comprends aussi, des fois, on a des sommes mais faramineuses sur des projets comme Interstellar ou d'autres. Donc, en fait, je comprends. C'est comme si tu crées limite un pays, tu vois, avec le nombre de personnes dont tu as besoin. En gros, c'est ça. C'est une société que tu crées, en fait. C'est ça. Donc ce que je disais, c'est que tu as tellement de casquettes et malheureusement, on pourra pas tout énumérer, mais c'est vraiment intéressant et ça se voit. Depuis tout à l'heure, tu en parles, mais tu es passionné par ce que tu fais. Et moi, j'adore parler avec des gens qui sont passionnés dans leur domaine, même si je vais pas faire le mec, je comprends pas non plus tout ce que tu dis, mais c'est passionnant, tu vois. Je trouve que c'est vraiment bien. Et quelque chose que je voulais voir avec toi, c'est que je pense que c'est pas... si c'est pas indiscret, t'as quel âge ? Je vais avoir 27 ans. Ok. Ouais. Donc, le truc, c'est que je pense que tous les skills que t'as aujourd'hui, tu les as pas eu dès le début, dès le jour 1. Donc, et t'as dû, je pense, plein de fois sortir de ta zone de confort. Et en soi, aller à des endroits ou aller dans des milieux ou faire des choses dont t'as pas l'habitude ou t'avais pas trop envie, mais il fallait les faire quand même pour être au point où t'en es aujourd'hui. Et je me dis, mais faut quand même avoir beaucoup de confiance en soi pour être là où t'en es aujourd'hui. Donc comment est-ce que ça a été les débuts pour vraiment enfoncer les portes, etc. Comment est-ce que tu vois ton évolution ? En gros, moi, maintenant que j'ai un peu grandi, on va dire, parce qu'en gros, si tu veux, moi, j'avais 16 ans quand j'ai commencé à faire des trucs. Ah ouais. Mais sauf que je m'en rendais pas compte. Okay. Pour moi, en fait, c'est juste que je traînais. J'ai grandi en fait avec des mecs qui faisaient de la musique, qui étaient tous un peu plus vieux que moi.
qui avaient tous le droit de sortir tard le soir, qui faisaient tous des trucs, genre des concerts, ils allaient au studio, ils faisaient des trucs. Et moi, j'étais tout le temps dans leurs pattes. Parce que moi, c'était un truc qui me stimulait de ouf. Parce que moi, comme j'ai dit, la musique, c'est mon premier amour. C'est le premier truc que j'ai aimé. Et c'est ce qui m'a amené à faire de l'image. Avant ça, je faisais du piano. J'ai fait du piano pendant longtemps. J'ai toujours rêvé de faire de la prod. Je suis sûre que ça viendra un jour, tu vois. Mais en gros, voilà. Donc, et en fait, c'est juste qu'au début, je pense que tu te rends pas compte de ce que tu es en train de faire. Donc, moi, j'étais dans un truc où je prends des photos, je filme. Il y a une opportunité là d'aller voir un concert de n'importe qui. On te dit, viens prendre des photos, bah, t'y vas. Tu commences à aller à chaque fois qu'on t'appelle, truc. Tu commences à rencontrer des gens, etc. Donc, c'est un truc qui s'est fait, on va dire, de manière un peu organique, un peu naturelle. Après, par rapport à ce truc de prise de risque et de sortir de sa zone de confort, etc., ça, je pense honnêtement qu'à l'époque, c'est un truc que je savais même pas ce que ça voulait dire. C'était pas un truc que j'avais conscientisé, donc je pense que c'était pas... c'était plus moi, ma curiosité, mon envie de faire, mon envie de rencontrer des gens aussi, tu vois, qui sont dans ce milieu. Et en fait... Mais je pense, tu vois, il faut quand même avoir une certaine... Parce que, encore une fois, toutes les casquettes que tu as aujourd'hui, t'as pas fait les études pour. Non. T'as commencé, t'as fait des études de graphisme. Études de graphiste, ouais. Voilà. Et aujourd'hui, tu te retrouves à la tête de plusieurs projets. Ouais. Et en plus, ce qui est bien, c'est que du coup, tu comprends tous les aspects, tous les rouages de tes projets parce que tu les as fait. Tu vois. Et justement, et toi, tu parles beaucoup du fait d'être autodidacte. Et nous, les indépendants, comme tu as dit tout à l'heure. Donc, même ça, comment est-ce que tu fais pour être autodidacte ? C'est un peu une question, c'est pas une question bête, mais c'est une question un peu bizarre, mais dans le sens où moi je sais comment je fais quand je sais pas quelque chose, mais j'ai dans mon entourage, des fois ça fume dans ma tête parce que je me dis mais tu pourrais trouver la réponse tout seul, tu vois. Comment est-ce que toi t'as fait pour maîtriser tous tes skills ? Après, chaque projet auquel j'ai participé et pour lequel j'étais pas expérimentée au moment où je l'ai fait a son histoire. Donc, en fait, ils ont tous une histoire, on va dire, singulière. Mais je pense que déjà, il y a la confiance que les gens ils ont en toi. Avant d'avoir la confiance en toi, pour moi, en tout cas, ma confiance en moi, mon estime de moi, et ça, c'est archi personnel, je pense, mais passe aussi par ça, parce que j'ai eu la chance d'avoir un entourage de gens hyper talentueux. De gens qui, eux, n'ont pas peur justement d'enfoncer des portes, comme tu disais, et de faire des choses, même si c'est compliqué, etc. Donc, j'ai beaucoup appris auprès d'eux. J'ai eu des responsabilités aussi très jeunes, même quand je n'avais pas forcément toutes les données, on va dire, parfaites pour me lancer dans le truc. Mais je pense aussi qu'il y a un truc de faut dire oui, tu vois. Moi, j'ai eu des expériences auxquelles j'ai dit non et que je sentais que j'allais regretter, que j'ai fait marche arrière. Non, finalement, je veux le faire. Et à chaque fois, ça m'a appris quelque chose de différent. Mais en fait, je me rends compte aussi, là où je voulais en venir tout à l'heure, c'est que plus je grandis et moins j'ai ce truc-là. Enfin, moi, j'ai ce truc-là naturel, en fait. Tu vois ? Bizarrement, donc je suis plus expérimentée qu'avant, mais j'ai plus peur maintenant de faire des nouveaux trucs ou de me lancer dans des challenges que je maîtrise pas totalement qu'avant. Parce que je pense qu'avant, il y avait un truc de... T'es plus jeune, tu te poses moins de questions, t'as moins ce truc aussi de pression, entre guillemets. Et que moi, en fait, plus je grandis et plus j'ai peur de rater. Peur de pas faire assez bien. Et ouais, ce truc de peur de me tromper, pas assez bien faire, décevoir les gens qui t'appellent. C'est la pression, en fait, parce que tu te dis, t'arrives à un certain niveau où il y a peut-être beaucoup de personnes maintenant qui ont beaucoup d'attentes sur toi, ce qui n'était peut-être pas le cas avant. Ouais, mais tu vois, c'est quand même paradoxal, parce que maintenant, quand je fais un nouveau truc... Donc en soi, les gens, ils n'ont pas d'attente parce qu'ils savent que c'est ta première fois ou alors ils se disent, bon, ils sont un peu plus compréhensifs, etc. J'ai plus de mal à le faire. Avant, je le faisais beaucoup plus d'une manière où j'avais pas le temps de ressentir cette peur, tu vois. Et je pense qu'en fait, plus on grandit et plus on conscientise certaines choses, plus on se met aussi une pression et plus, en fait, on a des doutes, tu vois. Et donc maintenant, pour moi, je fais plus de travail sur moi-même pour sortir de ma zone de confort. Qu'avant, je savais pas c'était quoi une zone de confort. Je savais pas c'était quoi le truc pour moi qui était confortable, pas confortable, etc. Donc, pour moi, tout était un nouveau truc et il y avait plus aussi cette dynamique et cette dimension de... De toute façon, on fait ça pour le plaisir, on est trop hypé, on est trop content dès qu'on fait un nouveau truc. Et maintenant, on va dire que c'est un peu plus le boulot, même si je garde cette passion, tu vois. Mais tu sais, il y a des moments, t'as aussi une vie à côté, des fois, t'as pas envie, des fois, tu te sens pas cap, des fois, t'as pas
tu sens pas cet aplomb en toi et t'es dans un moment un peu down où tu vois et de toute façon la confiance pour moi la confiance en soi c'est un truc hyper cyclique, des fois t'es bien, des fois t'es pas bien, des fois tu te sens cap, des fois tu te sens pas cap et donc plus le temps passe et plus en tout cas j'ai moins de facilité à faire les choses. Après c'est pas pour ça que je le fais pas hein. Je vois ce que tu veux dire, mais tu vois c'est paradoxal. Avant, pour te dire, je sais même pas t'expliquer réellement comment j'ai appris certaines choses, si ce n'est au début, quand j'ai appris à être chef déco, j'ai dit à la réal qui m'a embauché pour la première fois, je sais pas ce qu'est le taf de chef déco, tu peux m'expliquer qu'est-ce que t'attends et ça consiste en quoi? Contacter des gens qui font déjà ça, leur demander de les assister par exemple, ou leur demander des tips sur telle ou telle chose. C'est ce que... Je pense que c'est la manière, on va dire, naturelle des humains d'apprendre des choses d'autres humains. Tu vois, moi, il y a plein de gens qui m'envoient des messages sur Instagram pour me demander comment t'as fait ci, comment t'as fait ça, comment tu fais ci, comment tu fais ça. Et pour moi, c'est un truc normal, quoi, tu vois. Enfin, après, peut-être que pour moi, c'est évident. Pour des gens, c'est un peu moins évident d'aborder des gens que tu connais pas ou rentrer dans un truc de... Mais à l'époque, au début, pour moi, c'était tout était facile. Moi, j'avais peur de rien, moi, en fait. J'ai plus peur maintenant. Mais à l'époque, j'avais peur de rien. Il n'y avait rien qui m'impressionnait, en fait. C'est comme... moi, par exemple, si je prends un exemple personnel, c'est que... Enfin, c'est pas vraiment personnel, mais quand j'étais plus jeune, tu vois, j'étais très... pas casse-cou, mais j'avais pas peur de... Par exemple, j'aimais beaucoup les manèges. Tu sais, les manèges extrêmes et tout. Donc, et plus je grandis, en fait, plus je prends conscience des risques. Du danger. En fait. Exactement. Et du coup, j'en fais plus du tout. Voilà. Genre la foire, par exemple, je peux y aller, tu vois, mais jamais tu me verras faire des manèges là-dedans. Pour moi, c'est le parallèle parfait de ce que j'ai, en tout cas, constaté, moi, de mon évolution, tu vois. Et mais parfois, c'est... Et par rapport à ce que tu disais sur Insta, c'est que moi, du coup, aujourd'hui, Insta est devenu, genre, limite, mon meilleur ami. C'est un truc de fou. Moi, c'est un outil principal de travail, clairement. Exactement. Et moi, tu vois, je suis plutôt, discret, entre guillemets, dans ma vie. Mais maintenant, je fais un truc où, en fait, je dois faire en sorte que tout le monde voit ce que je fais, où le plus de personnes voient ce que je fais, tu vois. Et du coup, ça m'amène aussi à devoir aborder des gens que je connais pas du tout, leur faire venir dans un endroit qu'ils connaissent pas et parler sur eux, tu vois. Donc voilà, c'était tout nouveau. J'étais pas très à l'aise avec ça, mais en fait, aujourd'hui, je le fais naturellement, tu vois, et je me prends des portes. Ouais. Et en soi, c'est aussi quelque chose qui te permet dans la vie de te protéger de certaines choses. Donc bon, voilà. Mais je pense que des fois, on a trop peur, en fait, par rapport justement à l'enjeu. Quand tu dis enjeu, moi, je le vois pas, personnellement pas comme ça, dans le sens où moi, mon boulot, genre, il n'y a pas de question de vie ou de mort. Même si des fois, t'as l'impression, quand tu vois les producteurs, quand tu vois les gens qui sortent l'oseille, là, t'as l'impression que c'est un truc qui se passe mal, c'est comme si on allait mourir. Alors qu'en vrai, de vrai, dites la vérité. Déjà, les budgets qu'on vous a donnés, on doit vous les donner, parce que les organismes qui bossent pour vous les donner, c'est leur travail de donner des budgets. Et deuxièmement, n'oubliez pas la nécessité et votre place dans l'humanité, quoi. Il y a des gens, il y en a un, ça se trouve, il se fait quitter par sa femme le matin, 2 heures après, il va opérer un cœur, il peut vraiment tuer quelqu'un. C'est-à-dire, lui, s'il se sent pas cap, c'est quand même un problème, tu vois. Donc, je pense que c'est bien aussi. C'est pas le même niveau. C'est bien aussi de relativiser. Enfin, moi, je vois les choses comme ça. Après, je comprends qu'il y a des gens, tu vois, moi, mon boulot, c'est ma vie aussi. Mais il faut quand même prendre en considération qu'on prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir et qu'on est très privilégié. C'est archi important pour moi de me rappeler ça, parce que des fois, ta pression, elle t'emmène à un stade où t'as l'impression que tu gères un truc de fou, quoi. T'as l'impression que les gens vont mourir si tu rates, mais non, en fait. Non. Franchement, c'est vraiment vrai ce que tu dis. Quelque chose que je voulais également parler avec toi, c'est que quand j'avais pris contact avec toi il y a un an, tu m'avais dit cette phrase comme quoi... t'étais vachement intéressé par le projet de faire un épisode de podcast. Et justement, tu m'avais dit que ça t'intéressait aussi parce que à l'époque, du coup, tu étais dans Golderdie Productions. Ouais. Du coup, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Et tu étais dans cette recherche d'être... pas d'être connu, mais de... comment dire, d'apporter de la visibilité à ce qu'on faisait à ce moment-là. Voilà, carrément. Désolé, je te coupe. Non, parce qu'en fait, je sais pas pourquoi, pour moi, ça a été différent parce que tu m'as dit... qu'aujourd'hui tu travailles pour que ton nom, alors je sais plus comment tu l'avais dit, je sais plus si tu avais dit ton nom ou le nom de ton équipe, que lorsqu'on entend ton nom entre guillemets, que ça a un impact
pas un impact dans le sens, je sais pas comment bien l'exprimer, mais dans le sens où si on entend le nom de Noah ou l'équipe de Noah, qu'on sait pertinemment que ça sera du bon travail. Clairement. Bah après, moi, tu vois, et le truc que tu disais aussi, c'est marrant, parce que moi, je suis aussi... Moi, j'aime parler de mon boulot, j'aime parler des projets que je fais, etc. Mais je suis pas quelqu'un qui va forcément parler de... Enfin, tu vois, j'aime pas parler de moi. Tu vois, je suis pareil. Tu vois, c'est comme sur les réseaux sociaux, tu vois, c'est vrai que je partage beaucoup de trucs qui concernent mon travail, mon univers et tout. Je vais pas trop partager les trucs que je mange à midi ou les soirées, les restos que je fais avec mes copines, par exemple, tu vois. Je suis quand même quelqu'un de privé, tu vois, et j'aime ça, tu vois, enfin, c'est un truc qui fait partie de moi. Mais dans notre milieu, et encore pire maintenant, on a besoin d'avoir un nom, en fait. Juste, on en a besoin. Parce que peu importe la qualité du travail que tu fais, il y a plein de gens qui font des trucs aussi bien que toi, et il y en a qui ont un nom. Et il y en a qui connaissent plus de gens que toi. Donc toi, il faut que tu arrives à trouver une différence, etc. Donc, en fait, on a besoin de ça. C'est pas un truc qu'on aime, on aimerait passer plus de temps encore à faire notre taf qu'à parler du taf. Mais en fait, tu te rends compte, moi, je me rends compte que des fois... en fait, mon boulot à moi en tant que créative, c'est pas d'être créative. C'est à 20% d'être créative, à 40% de communiquer sur le fait que je suis créative, et le reste, rencontrer des gens, parler de mon travail, parler de moi. Donc en fait, c'est un truc qui fait partie à part entière de notre boulot, parce qu'on bosse dans des milieux aussi un peu, voilà quoi. Ciné, musique, il y a des gens qui sont connus dans le lot, tu vois ce que je veux dire. Donc pour avoir le privilège de bosser avec des gens connus, il faut que toi aussi, tu sois connu. Ça, on a rien fait rien. C'est ce qu'on analyse malheureusement, entre guillemets, tu vois. Enfin, c'est un truc où moi, j'en ai complètement rien à foutre, pour te dire la vérité, d'être connu ou d'avoir un nom ou de... que les gens sachent qui je suis. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est le système, entre guillemets. C'est comme ça, tu vois. On en a besoin. Un jour ou un autre, on est obligé de se plier quand même à une forme du système, tu vois. Bien sûr. Et c'est pour ça que je tiens, à chaque fois que je prends la parole... ou que ce soit en vrai, à parler des gens avec qui je travaille, tu vois, qui sont hyper importants pour moi, qui sont mes piliers, que ce soit mon équipe chez Wait For It Records, donc ça c'est mon label, avec mon équipe, avec mon artiste, avec qui je marche depuis des années. C'est qui ton artiste ? C'est TRZ. Ok. Ouais, on n'en a pas du tout parlé d'ailleurs. Désolé TRZ. Ouais, alors que voilà, ça c'est mon équipe depuis toujours, on va dire, tu vois, avec qui j'évolue et qui me soutient dans tous mes projets, même au-delà de la musique, tu vois. Mais c'est hyper important pour moi de parler des gens avec qui je marche et avec qui on monte des projets, parce que on est collectif. On n'est pas un collectif identifiable avec un nom, machin, parce que je crois qu'il y aurait trop de gens. Tu vois, on peut pas se mettre une étiquette à nous tous là avec notre singularité. Mais pour moi, tout est collectif, et moi, ce qui donne du sens à mon travail, c'est ça. Je crois que demain, si je devais faire un projet qui concerne que moi, qui est auto-centré, je verrais même pas l'intérêt, quoi. J'aurais pas la même la même envie de faire. Ça sert à rien. Enfin, parce que moi, ce que j'aime aussi, c'est mettre en avant le talent des gens, tu vois. Ouais, c'est un truc que j'aime. Tu m'avais dit, c'est un truc que toi tu adorais le fait de révéler des talents. C'est ça. Et c'est pour ça que le boulot de prod vers lequel je me dirige petit à petit, tu vois, pour moi, c'est ce qui fait le plus sens à ce que j'aime et ce que je suis aussi, tu vois. Au-delà d'être une artiste, avoir des idées, une vision que j'ai envie de concrétiser, mais on va dire à mon rythme, quoi, au moment où je le sentirai. Ce que j'aime, c'est bosser avec des talents et leur donner le plus de disposition pour qu'ils fassent ce qu'ils aiment et au mieux, quoi, tu vois. Donc ouais, voilà. Ce qui est ouf aussi, c'est que c'est pour ça que je suis content de faire l'épisode là aujourd'hui avec toi, c'est que tu reviens d'un gros projet quand même. C'est ton court-métrage que t'es parti réaliser. Non, du coup, ouais, c'est pas mon court-métrage, mais c'est le court-métrage d'une réalisatrice avec qui j'ai travaillé, de qui j'étais l'assistante réelle, du coup. D'accord, ok. Voilà, donc, t'as été assistante. Du coup, maintenant, on sait ce que c'est. Assistante réelle. C'est parfait. Voilà. Voilà, donc, t'as été assistante réelle sur le court-métrage là, donc, qui a été tourné au Maroc. C'est ça. Tu peux nous parler un peu de ce que c'est comme projet, le court-métrage, ça parle de quoi ? Écoute, en fait, c'est un petit projet. Petit budget, mais grandes ambitions et grand talent de cette réal qui s'appelle Sana, avec qui j'ai bossé. C'est un projet de court-métrage, du coup, qu'on a fait au Maroc, dont on a débuté la prépa, je pense, un mois avant le départ. Donc, c'est relativement court. Enfin, quand même.
c'est relativement court. Parce que du coup, t'es resté combien de temps là-bas? On est resté une semaine. On a été que pour le tournage. Ah, pardon, voilà, ok, on a préparé en amont notre déplacement et tout. Okay. Et on est parti une semaine. Donc, ah oui, mais du coup, oui, c'est court, effectivement. Ouais, voilà. Donc, sur ce projet-là, j'ai été assistante réal. Donc de cette réal bruxelloise qui s'appelle Sana, qui finit ses études, qui est en master de cinéma à Sint-Lucas, qui a un talent incroyable, une vision incroyable, une poésie incroyable avec laquelle elle aborde les choses, et qui a bossé en collaboration, donc la chef-op de ce film, donc directrice de la photo. On a dit aussi ce que c'était, donc normalement on sait. Qui est une de mes meilleures amies qui s'appelle Inès Bedrouni, qui est aussi quelqu'un d'hyper talentueux, qui est aussi... aborde les choses avec une sensibilité pour moi unique. Après, je suis peut-être pas objective. On me dit souvent que je suis pas objective quand je parle de mes copines qui sont talentueuses, mais désolée si elles sont toutes belles et talentueuses et qu'elles ont un gros cerveau et qu'elles font des trucs incroyables. Et du coup, ouais, et ce projet dans lequel j'étais assistante réal, ça s'est archi bien passé déjà. Super bonne petite équipe, une prod trop chouette aussi avec qui on a bossé sur ça. Donc on a été au Maroc pour raconter l'histoire en fait de deux petites filles qui sont deux sœurs dans l'histoire et dans la vraie vie. Donc les actrices aussi sont deux sœurs qui ont 12 et 13 ans, qui s'appellent Kautar et Nouhen. Et en fait, elles racontent et elles incarnent le personnage de deux petites sœurs en fait, qui ont un lien super fusionnel. Et en fait, tu les vois évoluer très proches, très complices pendant tout le film. Il y a un gros rapport aussi avec la nature parce que là où elles vivent, en fait, c'est vers Tanger au Maroc. Et en fait, c'est baigné de verdure et d'un côté l'océan et d'un côté la mer. Et en fait, tu comprends à la fin du film que la plus petite sœur, elle est morte. Et qu'en fait, sa grande sœur, elle n'arrive pas à accepter elle n'arrive pas à faire le deuil de sa petite sœur. Et qu'en fait, elle se réfugie dans tous les endroits où elles ont l'habitude d'aller ensemble pour revivre ces moments-là avec sa sœur, mais en fait, elle est seule. Il n'y a que elle qui la voit. Ah ouais. Donc ça, c'est l'histoire du film, c'est un drame. C'est aussi, pour moi, une histoire un peu qui révèle plein de trucs universels. Pour moi, ça parle pas que de ça parle pas que de deux petites filles, dont une qui a eu un accident dans la mer, et etc. Enfin, c'est pour moi une histoire du deuil, mais un truc hyper universel qui peut parler à beaucoup de gens, qui est une histoire aussi que la réal, pour moi, elle a magnifié avec un aspect hyper poétique. Enfin, le film, il va être incroyable. Pour l'instant, vous ne pourrez pas le voir tout de suite, parce que, bon, voilà, ça va être envoyé en festival, etc., machin. Ah ouais. Mais on a fait des images magiques avec un tout petit dispositif, c'est-à-dire pas beaucoup de matos, une petite caméra, que de la lumière naturelle, que du soleil. Donc, c'est un défi de ouf, que ce soit pour la prod, pour l'organisation, etc., pour tout, en vrai. Mais par contre, on a fait de la magie. Et au-delà de ça, j'ai revécu ce truc dont je te parlais sur mon premier tournage, un peu magique. C'est la connexion entre tous les membres de l'équipe, notre rencontre avec les actrices, notre rencontre aussi avec ce lieu, ce petit village dans lequel on a tourné, qui s'appelle Ninwish, et tous les gens qui y vivent et qui nous ont aidés dans la concrétisation de ce projet. Et honnêtement, je me suis pris une claque. Je me suis vraiment pris une claque sur ce projet. Parce que ça m'a rappelé tout ce pourquoi j'aime mon taf. Ça m'a ravivé ma petite flamme pour ce truc que je te disais qui est limite addictif du tournage, quoi. Et ouais, j'ai été hyper émue. C'est un truc qui m'a vraiment marqué humainement parlant, tu vois. Et je pense que c'est parmi les plus beaux projets qu'on a fait. Et que cette réalisatrice-là, voilà, elle est au début de sa carrière de réal parce qu'elle finit ses études. Mais pour moi, c'est une grande réal à en devenir, quoi. Elle s'appelle comment ? Sana Khamchili, son nom de famille. Okay. Donc voilà. Donc elle est bruxelloise, marocaine. Okay. Elle vit entre Bruxelles et Tanger. Et voilà, c'était important pour elle de faire son court-métrage du coup chez elle au Maroc. Et c'est toujours cool de voyager pour le travail, mais quand ça a du sens, c'est encore mieux, quoi. Tu vois, là, on a vraiment compris ce pourquoi. On a compris ce pourquoi on était venu là, et on a compris de quoi parlait son histoire. C'est-à-dire que ça parle de deux petites filles, dont l'une qui est décédée, etc. Mais ça parle aussi d'une manière de vivre totalement, tu vois, qui, en tout cas pour moi, hein, ça m'a rebooté le cerveau, en fait. Tu vois, j'ai eu l'impression d'être dans le vrai monde, tu vois. Et ce que je dis là depuis que je suis rentrée, c'est que j'ai vraiment eu un sentiment d'être dans le vrai monde. Parce que t'es dans la nature, il y a du soleil, il y a des humains connectés entre eux.
T'as un problème, c'est pas une question de comment on peut acheter ça pour régler le problème, c'est comment, tu vois, c'est un autre prisme, c'est une autre manière de vivre, c'est tout un truc, tu vois. Et pour moi, c'est aussi précieux parce que moi, je suis d'origine maghrébine, je suis algérienne, tu vois. Et que ça donne envie, en fait, d'aller là où on a nos racines pour faire aussi des choses, tu vois. En tout cas, ça m'a vraiment fait énormément de bien. Et ça a été hyper émouvant. Franchement, ça a été très, très dur de quitter cet endroit-là. Franchement, je serais bien restée, je te dis la vérité. Je serais bien restée, et pas parce que c'est le Maroc et parce que c'est le soleil, quoi. Vraiment parce que je me suis attachée à cet endroit où on a vécu pendant une semaine, où j'ai l'impression qu'on est resté au moins 2 mois, tu vois. Et les liens qu'on a tissés aussi entre nous et avec les actrices, tu vois. C'était un truc hyper précieux, c'est un truc pas trop descriptible. T'as envie de partager ça avec les gens, mais je pense vraiment faut l'avoir vécu, tu vois, pour ressentir comment c'est, tu vois. Franchement, dès que le film sort, là, j'ai qu'une envie, c'est de le voir. Je comprends. Ouais, je comprends. Ça s'appelle À fleur de peau. Donc, pour l'instant, je sais pas sous quelle forme ça va être diffusé pour le grand public. Je sais pas si... je sais que voilà, ça va aller en festival sûrement. Et qu'après ça, on verra un peu l'avenir du film, comment ça va se passer. Si j'ai encore un peu le temps, vas-y. Je peux parler aussi, parce que c'est clairement, on parle du thème, ce thème-là du deuil, en fait, qui est genre un thème hyper important au ciné, comme il est hyper important dans la vie des humains. C'est que j'ai eu la chance de participer et d'assister au premier long métrage d'une meuf de notre équipe. Et c'est la réalisatrice dont je te parlais, qui s'appelle Maya Ajmi Azelama, qui m'avait contactée pour être chef d'éco, du coup, sur son court-métrage, et qui a fait, là, au début de l'année, au mois de février, la version longue, donc le long-métrage, de ce court-métrage qu'on avait fait ensemble, sur lequel j'étais chef d'éco je crois que c'était il y a 5 ans, 6 ans, et qui a été produit, et qui, du coup, a donné naissance à ce long-métrage, qui parle aussi d'une petite fille qui fait son deuil, le deuil de son grand frère, avec qui elle était hyper proche. Et en fait, ce film-là, par contre, il parle de résilience, tu vois. Et le personnage principal de ce film, c'est cette petite fille-là, qui traverse l'épreuve de la perte de son grand frère, entourée par toute la bande d'amis de son frère, qui sont que des mecs plus vieux qu'elle, et qui sont comme une seconde famille un peu pour elle, tu vois. Et ce film, il est hyper important pour moi, déjà parce qu'il raconte un truc qui me touche, par quelqu'un que j'aime aussi, tu vois. Donc c'est hyper important, et je suis contente aussi d'en parler avant l'heure, genre promo avant l'heure, parce qu'il est en montage et qu'il n'est pas encore fini. Et aussi, une grande importance dans mon parcours, en fait, et dans ma carrière, parce que c'était le premier film de fiction sur lequel j'ai bossé. Et c'est le film qui a été le plus loin, pour l'instant, en tout cas, de tout mon entourage, tous les projets qu'on a montés. C'est la première réal, elle a moins de 30 ans, qui fait son long métrage, quoi. Donc c'est quand même déjà un truc de fou. C'est un aboutissement de fou, et je suis hyper fière d'elle, déjà pour tout ce qu'elle a traversé, et la force aussi qu'elle a. Et tu vois, elle fait partie de ces réals aussi qui met un gros point d'honneur au casting, à la mise en scène et au travail avec les acteurs. Elle a aussi une agence de casting qui s'appelle E19 Casting, qui est une agence de casting spécialisée dans ce qu'on appelle casting sauvage, c'est-à-dire recruter un peu des gens qui ne sont pas acteurs pour qu'ils jouent. Et c'est un truc, je sais, qui est très à la mode en ce moment, mais dans lequel elles ont été limite, j'ai pas envie de dire avant-gardistes, mais sur lesquelles elles travaillent depuis très longtemps, tu vois, sur ces questions-là. Et voilà, je suis hyper fière, j'en profite pour parler de ça, quoi, pour dire que je suis hyper fière d'avoir participé à ce tournage-là. Cette fois, j'étais en tant que photographe de plateau. J'étais juste trop contente, en fait, d'avoir un boulot qui soit... Tu sais, t'es photographe de plateau, t'as pas la même responsabilité que si t'as un autre poste, quoi. Tu sais, t'as un peu un électron libre, mais du coup, t'as plus l'occasion de profiter du moment et d'être là, tu vois. T'as pas ce truc de pression, quoi, d'être là pour le film et d'être, tu vois, t'es un peu... Tu fais tes horaires que tu veux, tu viens tous les jours, tu viens prendre en photo, etc., mais ça va. Tu vois. Mais je trouve quand même, je vois ce que tu veux dire en termes de responsabilité. Voilà, c'est en termes de responsabilité. Mais je trouve que les photographes, c'est quand même important, parce que franchement, parfois il y a des clichés qui, tu vois, tu regardes ça 10 jours après, 1 an après, 5 ans après, 10 ans après, et en fait ça va te raviver des souvenirs. Et je trouve que c'est important si tu as le talent de captiver des moments
et des moments où les gens ne savent même pas qu'ils sont pris, tu vois, qu'ils sont pris en photo. Et ça, je trouve ça vraiment... il faut vraiment avoir... On peut prendre comme ça une photo avec son portable, etc. Et sur le coup, les gens ne savent pas et que que ça rentre bien. Mais je sais pas pourquoi, je trouve qu'il y a vraiment des gens qui ont ce talent pour faire ressortir des émotions avec de l'image, quoi, tu vois. Donc, je vois ce que tu veux dire, mais je trouve que c'est vraiment un travail important quand même. Ouais, tu vois. c'est clair. En plus, j'avais l'exclusivité, donc j'étais la seule à prendre des images. Donc voilà. Et j'avais une bonne proximité aussi avec l'équipe et tout pour pouvoir, tu vois, tirer un peu les bons souvenirs. Mais c'est vrai que la photo de plateau, ça a aussi un petit truc magique de voir en fait ce qui se passe en dehors du résultat. C'est un peu les backstage, quoi. Ça, c'est chouette aussi de montrer ça. C'est un truc que j'aime beaucoup aussi faire, que je fais pas souvent. Mais sur ce genre de projet notamment, ça a trop de sens pour moi, quoi. Donc voilà. Et quand on s'était eu au téléphone, c'était un constat que je m'étais déjà fait un peu dans la tête, sans trop savoir. Et du coup, je voulais avoir ton avis parce que toi, t'es vraiment clairement dedans. Moi, le monde du cinéma, je vois ça un peu comme un milieu qui est, entre guillemets, et on s'entend sur ce que je vais dire, mais entre guillemets, dominé par les hommes. Toi, en tant que femme, déjà, est-ce que c'est un constat pour toi qui est vrai ou alors je dis n'importe quoi? Non, je pense que c'est vrai. Bah, c'est comme je te disais, pour moi, c'est comme tous les milieux, tu vois, malheureusement. Enfin, tous les milieux, on va dire, à carrière, ou les boulots d'image, tout ce qui est un peu plus. Tu vois ce que je veux dire? Qui est un peu plus sexy que la moyenne, quoi. En général, c'est dominé par les hommes. La musique, c'est pareil. Le ciné, c'est plus ou moins pareil. Pour moi, c'est pareil. Après, comme je te disais, des fois, je me sens pas... c'est pas légitime, mais moi, je parle de mon expérience, quoi. Ce que j'ai vu, moi, de mes propres yeux. Je peux me tromper, je peux ne pas avoir la vision universelle. Oui, non, mais de toute façon, et je considère ici, que dans le ciné, pour l'instant, j'en suis vraiment... au début, on n'a pas encore pénétré les grosses productions, etc. Donc, voilà. Mais de ce que j'entends, de ce qu'on me dit, de ce que j'échange, de ce que j'analyse un peu, c'est principalement dominé par les hommes. C'est pour ça aussi que... je pense que nous, après, c'est peut-être un truc de génération, mais en tout cas, moi et mon entourage et mes copines, etc., on a la chance d'être toutes un peu reliées par ce qu'on fait. Et moi, j'adore bosser avec des femmes, tu vois. J'adore bosser avec des femmes qui me ressemblent, ou pas, tu vois, mais déjà, beaucoup plus de bienveillance. Tu te sens beaucoup plus comprise. Il y a beaucoup plus d'équité dans le temps de parole et dans la manière dont se déroulent les choses. Enfin, c'est tout un truc... Moi, je considère ça beaucoup plus intuitif, tu vois. Moi, je me sens mieux au boulot entourée de meufs que d'être la seule meuf au milieu de plein de gars. Et pourtant, ça m'arrive quand même souvent. C'est un truc que j'ai l'habitude de bosser avec beaucoup de mecs, surtout dans le rap, tu vois, il y a beaucoup de mecs. C'est pas un truc qui me met mal à l'aise en soi. Mais c'est clair que quand tu goûtes à bosser entouré de femmes, ça change la donne, quoi. Tu te sens... C'est différent. En tout cas, pour moi, c'est mieux. Après, est-ce que c'est parce que je considère que, il y a beaucoup plus... tu sais, on est beaucoup plus... Je considère les femmes, quand même, en général, plus empathiques, plus intuitives, plus... comment on dit, supportives, encourageantes. Tu vois, je trouve qu'il y a un truc beaucoup plus solide, quoi. Moi, je me sens mieux, même si c'est pas que entouré de femmes, quand à la tête du projet, c'est une femme. Ah, ça change tout. Ah ouais. Ah, ça change tout. Enfin, en tout cas, moi, je le ressens comme ça, quoi. Et parce que tu m'avais aussi parlé d'expériences foireuses. Et Ouais, il y a eu plein... En vrai, je pense que c'est tout le monde. Hein. Quand je parle de ça avec des gens qui font le même boulot que moi, c'est tout le monde. Tout le monde a ses expériences ratées avec des gens. Tout le monde a affaire à des gens soit pas forcément bien intentionnés, soit qui pensent qu'ils sont prêts alors qu'ils sont pas prêts, ils sont pas assez structurés, ils sont pas assez... tu vois, ils ont des ambitions de fou alors qu'ils sont même pas capables de gérer un truc. Tu vois. Après, ça arrive. Ça arrive. Mais je veux dire, quand t'es dans la boucle de ce truc-là et que tu te retrouves face à une communication difficile, cool. Alors que toi, t'es là pour quelque chose, tu te retrouves à gérer d'autres choses, bon, voilà. Mais en vrai... Et ça, du coup, c'était quand... Ça arrive plus que quand c'est des hommes, que quand c'est des femmes? En l'occurrence, les expériences foireuses que j'ai, c'était qu'avec des hommes, clairement. C'était que des hommes à la tête des projets.
Donc, est-ce que c'est lié? Je sais pas. Parce qu'en proportion, il y a quand même plus de mecs qui apportent des projets que des meufs. Mais en tout cas, ouais, c'est... Je trouve aussi... Bah après, je sais pas si c'est touchy de dire ça et genre, peut-être ce sera coupé ça à la fin, je sais pas. Je verrai. Mais non, mais après, c'est aussi pour toi, tu vois. Non, parce non, que mais... y a des gens qui regardent, pas qui se disent, ok, elle fait une fixette ah non, mais pas du tout. Négative sur les hommes. Non, clairement pas du tout. Mais je pense pas, juste, mais... moi, j'analyse que je trouve qu'il y a plus d'ego mis en jeu aussi quand c'est un homme à la tête du projet. Enfin, tu te retrouves plus dans un truc où moi, je suis une femme, en plus, je suis jeune et j'ai ce truc de polyvalence multicasquette. Quand je me retrouve face à un réalisateur ou à un producteur que je connais pas personnellement, qui connaît pas qui je suis personnellement et qui m'appelle pour du boulot et tout, quand je commence à le remettre en question, mais de manière professionnelle, on va dire, parce que t'es là pour ça, quoi. Tu t'entoures de gens qui ont une expertise, c'est pour qu'ils te donnent leur avis quand même sur la question, quoi. T'es là pour ça, t'es pas là pour exécuter. On n'est pas dans un boulot de tu me donnes une liste de tâches, je l'ai fait, et puis voilà. Quand tu remets en question certaines choses, que ce soit des choix de production ou autres, ou des trucs, enfin, tu remets en question tout court, j'ai l'impression d'être tout de suite dans un rapport où il y a beaucoup d'ego mis en jeu et où... t'as ce truc un peu de crédibilité, quoi. Tu te sens un peu décrédibilisé parce que t'es jeune, parce que t'es une meuf, parce que t'as pas le parcours de tout le monde, etc. Machin. Et c'est différent quand c'est une femme? Ouais. En tout cas, moi, je le vis différemment, tu vois. Mais après, ça, pour moi, c'est un truc qui fait partie du jeu. Ça, ni ça me fait peur, ni ça me décourage, ni rien du tout. Franchement, c'est un exercice en soi, quoi. Qu'on a l'habitude de pratiquer, donc on est pas mal. On est fort à ça. Donc, d'accord. D'accord, non, mais c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'en vrai, non, mais je dis ça pourquoi? Parce que t'es d'accord, dans le fond, sur ce que je dis. Je suis pas complètement d'accord avec toi, mais je peux comprendre ce que tu dis. Dans le sens où si c'est un homme qui est à la tête d'un projet et je pense pas que c'est parce que t'es une femme. Je pense que n'importe qui va donner son avis ou qui va dire écoute, moi je pense qu'il faudrait peut-être faire comme ça ou comme ci, je pense qu'il aurait peut-être la même réaction si t'es un homme et une femme. T'es pas d'accord? Peut-être. Mais enfin, c'est pas que je suis pas d'accord, c'est que c'est pas ton expérience. Enfin, là ce que je dis, genre c'est pas une vérité générale encore une fois, et voilà. C'est juste qu'on peut, enfin tu vois, surtout maintenant à l'heure actuelle avec toutes les femmes qui prennent parole quand même sur ce sujet-là, on peut pas nier le fait que en général une femme, encore plus quand elle est jeune, encore plus quand elle est racisée, encore plus quand il y a tous ces paramètres qui s'ajoutent. T'as des difficultés, surtout quand t'es dans des tafs où t'as des responsabilités, tu vois. T'es pas aussi légitime qu'un mec blanc de 45 ans quand tu discutes autour d'une table, autour d'un gros projet où il y a des gros budgets. T'es pas aussi légitime aux yeux des gens. Putain, je viens juste de c'est un truc qu'on peut pas... je pense, hein, après, je le prends pas mal, hein, mais pour moi, bien sûr. On peut pas le nier, ça. Tu vois, c'est un truc ça a été pire que prouvé. Il y a énormément de gens qui ont parlé de leur expérience et qui se rejoignent sur cette question, quoi. Tu vois, il y a un vrai problème en soi dans ça, quoi, tu vois. Je viens juste de me souvenir d'une expérience. Alors, pas qui me concernait moi personnellement, mais la personne m'en avait parlé. C'est que... Et ça rejoint du coup un peu ce que tu dis. Dans le sens où... je vais pas aller dans les détails, mais je travaillais dans une entreprise avant et on avait un stagiaire. Et ce stagiaire-là avait une femme pour tutrice. Et c'était une femme, elle était plutôt jeune, tu vois. Et franchement, c'est de toute ma vie, c'est une des personnes les plus talentueuses que j'ai jamais rencontrées dans son boulot. Franchement, trop forte, trop forte. Et à un moment, elle était pas très bien et tout. Et puis, je vais la voir et tout. Et puis, elle commence à m'expliquer certaines choses et tout. Et puis, en fait, elle commence à me dire la vérité dans le sens où elle commençait à en avoir marre parce que quand il y avait des réunions entre elle, le stagiaire et le chef, et en fait, sa voix ne comptait plus. Et que la voix du stagiaire, entre guillemets, qui comptait plus que la scène. Exactement, alors que lui, ça fait 2 semaines qu'il est là, etc. Moi, j'étais pas... Enfin, c'est pas que j'étais pas allé plus loin, mais je m'étais pas dit que... C'est parce que c'est une femme, etc. Enfin, pas forcément directement, quoi. En fait, la pensée qui m'a traversé, c'est que je me suis dit... Alors, je vais être cru, mais je me suis dit...
c'est des bâtards. Juste parce que c'est un mec, ils vont arrêter de l'écouter. Alors que franchement, foncièrement, et moi j'ai pas du tout de mal avec ça. Pour moi, c'est l'élément le plus important de l'entreprise en question. Elle apporte un plus-value, mais c'est indéniable. C'est vraiment indéniable. Donc moi, je comprenais pas le truc de... Et du coup, j'avais un espèce de conflit dans le sens où je me dis, mais donc juste parce que c'est une femme... Donc, qu'importe, ça... Et là, attention, je suis pas en train de dire ça parce que tu es là et qu'on est en train de parler de ce sujet. C'est vraiment ce que je pense, et en tout cas ce que je pensais sur le coup. Donc, je me dis, d'accord, ok, donc juste parce que c'est une femme, du coup, on va pas la diminuer, mais l'écouter moins et écouter un stagiaire. Et j'ai rien contre les stagiaires, mais les gars, quand vous arrivez, vous savez rien faire. Donc c'est ça qui m'a... J'ai trouvé ça un peu bizarre, tu vois. Donc, mais ça va, elle a pu en discuter avec... Parce que je pense que, tu vois, quelque chose qui est important ou qui est négligé, c'est la communication. C'est que je pense que foncièrement, personne n'est méchant foncièrement ou personne ne fait des choses négatives foncièrement, tu vois. Mais parfois, il faut peut-être rappeler certaines personnes, pas à l'ordre, mais tu vois, leur dire certaines choses. Tu vois, à l'ordre, moi je suis d'accord. Donc, et dans ce cas-là précis, la personne a eu le courage, parce qu'il faut être courageux, hein, ou encore plus, faut avoir beaucoup de courage quand tu es une femme, de discuter de certaines choses, et notamment de ces choses-là, avec ton chef. Clairement, je suis d'accord. Donc, elle a eu le courage là et ça a changé. Ça a changé. Donc, je comprends ce que tu veux dire. Et en vrai, c'est vrai que c'est un problème et que nous, on peut pas le voir. On le vit beaucoup moins que vous. On le vit beaucoup moins que vous. Donc, c'est pour ça que, comme je disais maintenant, et je comprends, je comprends tout ça, mais maintenant, genre... t'as forcément une femme de ton entourage ou une femme que t'as reçue ici, par exemple, en interview, qui va te parler de ça. Et en fait, c'est le fait d'écouter ça et de le prendre en compte dans tout ce que tu vas avoir par après, c'est déjà, genre, entre guillemets, être allié, en fait, avec nous, un peu, entre guillemets, ce combat qu'on a. Moi, je me bats pas pour la cause des femmes, etc. J'aime pas se dire que ça... Mais... Oui, genre, en soi, je suis une féministe, c'est normal, carrément, ça fait partie... C'est même carrément un truc qui fait partie de ma personnalité avant même que je sais c'est quoi le féminisme, tu vois. Parce que nous, dans nos communautés, on a ce truc de solidarité entre les femmes, etc. Enfin, tu vois, c'est un truc qui fait partie de nous, avec lequel on a toujours grandi. Mais je trouve quand même ça hyper important, genre, quand même, d'en parler, de mettre des mots sur le truc. C'est pas un truc que je fais souvent, en vrai. Surtout que moi, je suis dans, encore une fois, un environnement où je travaille avec beaucoup de mecs. Mais par exemple, eux, genre, quand ils ont des comportements problématiques, genre sur certains trucs, après, problématique, c'est peut-être un peu violent de dire ça, mais je veux dire, quand il y a des trucs que je trouve pas normal et que je sens, genre, je sais avec quoi ça a à voir, quoi, j'en parle et j'essaie d'expliquer, genre, pourquoi c'est problématique. Et c'est pas toujours compris, parce que comme tu as dit, genre, c'est des fois des choses aussi que tu peux pas ressentir, etc. Mais en soi, ce que je leur dis, c'est les gars, vous avez un devoir, genre, envers nous. Genre, on est vos femmes, vos sœurs, on bosse avec vous, on rend réel vos projets, on se bagarre avec des maisons de disques, des productions, des gens pour qu'ils vous fassent confiance, pour qu'ils donnent l'oseille, les moyens pour qu'on fasse vos projets. Vous devez, genre, faire front commun avec nous sur certains trucs qui se passent et qui sont réels, quoi, tu vois. Genre, c'est pas normal qu'une meuf... Moi, je me sens hyper à l'aise. Moi, j'ai aucun problème à être à l'aise, genre avec des mecs, quand je vais sur des tournages, quand je fais des clips, des fois, je suis la seule meuf. Mais si je prends une assistante avec moi, il se peut qu'elle soit pas habituée et il se peut qu'elle soit mal à l'aise toute la journée. C'est pas normal, tu vois. C'est pas normal. Parce que nous, on est un peu plus solide que la moyenne parce qu'on a l'habitude ou quoi. Mais c'est pas normal, quoi, tu vois. Il y a tellement de choses à remettre en question. Il y a tellement d'inégalités entre les hommes et les femmes. Et ça, c'est un truc, je pense que personne peut nier et tout le monde le sait. Ça a été prouvé, reprouvé. On n'est même plus dans la question de est-ce que ça existe, ça existe pas. Bien sûr. Donc, c'est un truc aussi qui est systémique, qui est ancré dans le cerveau et dans le système de ce pays et pas que la France. Hein, là, je parle de la France parce que voilà. Mais qui est réel, qui existe et qu'on faudrait qu'on évolue un peu plus vite sur cette question, je pense, parce qu'il y a tellement d'autres choses... de problématiques et de choses à régler tous ensemble, tu vois, que au bout d'un moment, ça peut plus être un sujet, quoi.
Bon, ça après, c'est une question politique, etc. Moi, si on commence à voir les politiques, moi, je vais devenir archi radical, ça va faire peur aux gens. Mais en gros, voilà, quoi. Donc, non. C'est intéressant. Et après, c'est pas... Enfin, moi, en tout cas, j'ai la chance que, pour moi, je ressente pas... J'ai jamais eu de trucs hyper violents. Non, mais de toute façon, c'est un sujet sociétal. Hein. Clairement. Donc voilà, et en soi... Moi, j'ai eu la chance d'avoir été élevé par une personne formidable qui est ma mère. Donc, du coup, inconsciemment, j'ai toujours été un peu... j'ai pas envie de dire du côté des femmes parce que voilà, c'est un peu... Voilà, mais j'ai toujours été un peu touché par cet aspect-là. Parce que, je sais pas, pour moi, c'est normal, entre guillemets, de considérer au même titre une femme qu'un homme. Après, on a des préférences et c'est comme ça, tu vois. En tout cas, c'est ce que je pense. Mais je veux dire, par exemple, en tout cas, j'espère, parce que parfois, tu vois, être dans certaines situations, ça nous révèle aussi. Tu vois ce que je veux dire? Et l'expérience, la situation dont je t'ai parlé là, avec la fille et le stagiaire et tout, moi, j'espère un jour, si je suis dans cette situation-là et que je suis en situation, entre guillemets, d'autorité, que je ne ferai pas cette différence, tu vois, parce que c'est pas... j'ai pas été élevé comme ça et que y a toujours un truc dans ma tête, je me dis ouais, ma mère elle serait pas contente, tu vois, et toujours ce truc, voilà, j'ai pas envie Bien sûr, ouais. tu vois, donc voilà, mais c'est quelque chose, j'ai quand même l'impression que la nouvelle génération a l'air de prendre à cœur ce genre de cause. Parce que je dis ce genre de cause parce qu'il y en a plusieurs des causes, hein, on pourrait vraiment voilà, mais c'est une impression que j'ai. J'espère que c'est le cas et j'espère que ça va changer, et du point de vue d'un homme, j'ai l'impression quand même que ça change dans le bon sens. Mais après, le truc aussi, c'est que quand tu commences vraiment à t'intéresser à ça, tu peux pas t'intéresser à ça et voir seulement les changements positifs. Clairement. Positifs, pardon. Quand tu commences à t'intéresser à ce genre de choses, tu verras aussi toutes les choses horribles qui existent, tu vois. Bien sûr. Et c'est malheureux. Mais voilà, qu'est-ce que tu as envie de voir? Tu as envie de voir le côté positif ou tu as envie de voir le côté obscur? Donc, parce que le côté obscur, ça existera toujours, malheureusement. Mais j'ai quand même l'impression que ça... Là, pour préparer l'épisode, j'ai regardé, il y a quand même beaucoup, et je pense que c'est méconnu par le grand public, mais qu'il y a quand même beaucoup de chefs-d'œuvre. Et je parle pas forcément de production indépendante, mais beaucoup de chefs-d'œuvre connus mondialement qui ont été réalisés par des femmes, et on le sait peut-être pas forcément. Il y a le film LOL qui a été réalisé par une femme, il y a le film je sais plus sous une jupe d'une femme, je crois, qui a été réalisé par une femme. Enfin bref, il y a plein de films qui ont fait le million voire plus d'entrées au cinéma, qui ont été réalisés par des femmes. Donc et des rôles incroyables incarnés par des femmes. Des rôles incroyables. On demande des performances de fou à des femmes qu'on ne demande pas forcément à des acteurs. Quand tu analyses... Bon, après, c'est vraiment... après, c'est rentrer dans le détail. Ouais. Et je pense que quand tu es dans le milieu aussi, tu commences à aiguiser un peu ton esprit critique. Mais des fois, tu as l'impression que Enfin... J'ai l'impression aussi qu'on se contente du minimum aussi, des fois, de certains acteurs masculins, comparé à ce qu'on demande de certaines actrices, quoi, tu vois. Mais bon, après ça, c'est toute une question, voilà, mais c'est quand même important d'en parler, je trouve. Et moi, je tiens à ce que dans mon travail et dans mes prises de parole et dans mes choix aussi, que ce soit en tant que prod ou en tant que réal ou en tant que... Même si je bosse beaucoup avec des hommes et que, vu que je bosse beaucoup dans la musique, je mets en avant aussi beaucoup de mecs. Je trouve que voilà, on fait tous des choix, encore plus quand on est indé et qu'on fait nos propres projets, on fait tous des choix. Et pour moi, en tout cas, c'est hyper important que ce soit... j'aime pas le terme engagé, mais il faut que ce soit... faut penser aussi au fait que ce qu'on fait, ça a un autre impact que celui de divertir, quoi. En tout cas, pour moi, il faut que ça ait du sens. Je comprends tout à fait ce que tu dis. Et est-ce que... Parce que c'est vraiment un sujet intéressant. Non mais vraiment. Moi c'est des choses, et malheureusement on va pas pouvoir non plus en parler trop longtemps, mais est-ce que parfois j'estime que parfois on tombe aussi dans la caricature, dans le sens où parce que je suis une femme, ou si je prends ou si je me prends moi parce que je suis issu d'une certaine ethnie noire par exemple, je me dois de parler soit de certains sujets, ou je me dois d'avoir cette
cette vue d'angle-là, tu vois. Tu vois ce que... un truc tout bête, parce que je pense à ça, un truc tout bête. Il y a par exemple des personnes noires, par exemple, qui pourraient regarder ce que je fais et qui vont me dire, mais toi, t'es pas un vrai, t'invites quasiment que des blancs. Tu vois. Et je me dis, mais pourquoi est-ce que je vais inviter que des noirs? Enfin, tu vois, j'invite déjà de un qui je veux et j'invite en fonction de ce que tu fais, si je trouve ça intéressant, etc. Et aussi en fonction de mes interactions avec les gens, tu vois. Donc, et du coup, des fois, tu vois, tu vas faire des choses et tu vas te dire, ah non, je vais peut-être pas inviter cette personne-là parce que j'ai pas assez de noirs, ou je vais pas inviter un homme parce que j'ai pas assez de femmes. Et je vais être honnête avec toi, je me suis posé cette question-là, tu vois. Je me suis dit, putain, j'ai beaucoup d'hommes, j'ai pratiquement pas de femmes, tu vois. Mes prochains invités, faut que ce soit des femmes, tu vois. Donc, est-ce que pour toi, c'est pas mal ou c'est un peu la discrimination positive, du coup? Je comprends totalement ce que tu dis, genre, et je comprends totalement que ça ait l'air peut-être de quelque chose, du coup, qui soit... donc c'est peut-être quelque chose, du coup, de... Comment dire, qui t'éloigne, en fait, de ton sujet, parce qu'au lieu de te demander... quel type d'artiste ou de talent ou de sportif je vais m'arrêter si c'est un homme ou une femme, s'il est blanc, jaune, noir, bleu. Mais en même temps, moi je te pose une question comme ça, tu vois, à toi de me dire, est-ce que du coup le fait que cette personne-là peut-être t'ait dit ou que je sais pas si c'est arrivé, mais que si quelqu'un à partir du moment où tu as cette réflexion dans ta tête où tu te dis, par exemple, les gens que j'ai invités, c'est que des blancs. Exemple. Où il y a quasiment que des blancs. Attention, c'est pas le cas. Hein. Si vous êtes nouveau, voilà. Attention. Mais c'est vraiment... C'est pas le cas. Mais en tout cas, ça te fait quand même, toi, te questionner aussi sur... parce qu'en fait, inconsciemment, admettons que sur cette émission, on t'invite que des blancs, inconsciemment, tu participes au système qui valorise pas les talents issus de ta communauté. Et c'est un problème, genre, pour les gens qui sont concernés. C'est pour ça qu'ils le revendiquent et que t'as ce genre de prise de position de nous, les talents arabes, ou nous, les talents noirs, ou nous, les talents femmes, on n'est pas assez représentés. C'est une réalité parce qu'il y a une dominante, je pense, qui est installée dans l'inconscient de tout le monde à cause du système qui est plus grand que nous et qui fait qu'en fait, on fait des choix inconscients. On s'en rend même pas compte qu'on favorise telle ou telle personne ou telle personne. Donc en fait, je me dis à la fin, genre, c'est mon droit le plus vrai, le plus légitime. Si moi, j'ai envie de monter que des projets avec que des meufs maghrébines comme moi, musulmanes comme moi, et que nos films, ils parlent que de ça. C'est quand même... Je vois pas en quoi ce serait un problème. Vu que nous, on s'est sentis sous-représentés pendant longtemps, qu'encore à l'heure actuelle, on est en 2024, on regarde des trucs, on voit rien qui nous ressemble, il n'y a rien qui nous parle. Tu vois ce que je veux dire? Non, donc, en soi, c'est un parti pris comme un autre. Et au-delà de ça, je pense que c'est important. Et par contre, ce que tu as souligné, que je trouve hyper important, je suis contre le fait qu'on attende d'une femme, par exemple comme moi, qu'elle parle que de ça. Je suis contre, bien sûr. Tu vois, je suis pour qu'on garde notre liberté artistique qui qu'on soit. Mais par contre, genre, je trouve bien et important, et entre guillemets, c'est un petit coup de pouce à la vie, tu vois, d'être les alliés de sa propre communauté, en fait, tu vois. Je trouve ça trop important. Je suis vraiment, vraiment d'accord avec toi. Et parfois, tu vois, après, les gens ne voient pas forcément les coulisses, mais je me prends beaucoup de vestes, tu vois, je me prends beaucoup de... Et du coup, entre guillemets, les gens qui viennent ici, c'est les personnes qui acceptent. Bien sûr. Tu vois. Et je peux comprendre aussi, parce que c'est un exercice qui n'est pas forcément simple, tu vois. Après coup, je vais quand même publier ça sur YouTube. Et entre guillemets, tout ce qui est publié sur Internet, ça restera jusqu'à la fin des temps, tu vois, même après notre mort. Dernière question. Et je suis content d'avoir choisi cette dernière question parce que ça fait écho et j'ai pas une très bonne mémoire, mais on avait parlé de ça. T'en avais parlé un peu plus tôt. Et malheureusement, je pourrais plus redire c'était quoi en détail. Mais je voulais te demander, tu préfères quoi entre être respecté et qu'on te soit loyal? Je crois que je préfère qu'on me soit loyal. Pourquoi?
Parce que je trouve que cette notion d'être respecté, c'est déjà un truc hyper... Enfin, parfois, moi, dans certaines situations ou avec certaines personnes à certains moments, je me sens pas respectée, tu vois. Enfin, ce truc de respect, en fait, j'ai l'impression que c'est un truc aussi qui est très... comment on dit entre guillemets, c'est une notion mise un peu sur un piédestal, entre guillemets. Enfin, pour moi, le respect, genre... en soi, qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois ce que je veux dire? C'est un truc... Moi, quand je me mets en colère contre quelqu'un de ma famille ou quelqu'un de mon entourage et que je vais loin et que je crie fort et que je commence à parler mal, je manque de respect. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, où la personne se sent moins respectée ou pas respectée ou humiliée ou à des moments... Et ça, c'est un truc très... pour moi, qui arrive, quoi. Tout le monde en vient un moment à manquer de respect à un moment donné ou à se sentir pas respecté. Enfin, je sais pas, peut-être que moi, je ressens ça comme ça. Mais la loyauté, je trouve que c'est un truc déjà rare. Ouais. Et que c'est un truc... c'est ce que j'attends, en fait, des gens qui m'entourent, tu vois, clairement. Et je sais que c'est beaucoup demandé. C'est beaucoup demandé. C'est un truc... c'est pour moi ce qui différencie une relation et une relation plus, par exemple, tu vois. Une relation plus importante pour moi ou plus précieuse pour moi, ça va être ce truc de loyauté, parce que pour moi, c'est une qualité de ouf que je valorise de fou chez mes amis, par exemple, tu vois, chez les gens avec qui je travaille aussi. Et ouais, c'est un... Je pense qu'on me soit loyal, c'est plus important plutôt qu'on me respecte. Moi, je me respecte déjà moi-même, donc j'évite déjà de me retrouver dans des situations où je me sens pas respectée. Tu vois, souvent, je trouve que ça va aussi un peu ensemble. Et après, il y a des gens qui te manquent de respect, il y a des gens qui te respectent pas. Ça n'a pas grand impact dans ma vie, tu vois. Alors que les gens que j'aime, par exemple, et qui me sont pas loyaux, ou les gens avec qui je travaille qui me sont pas loyaux, ou les gens avec qui je suis loyale et qui me sont pas loyaux, ça me pose un peu plus un problème, quoi, tu vois. Ça a plus d'impact, je pense, sur moi. Ça me va comme réponse, c'est ta réponse, donc ça me va. Écoute, Noah, franchement, j'ai adoré faire cet épisode avec toi. Franchement, je l'attendais avec impatience et je suis pas déçu. Bah écoute, je suis contente, tant mieux. Bah merci pour l'invitation. Non, c'était trop chouette. Merci pour l'invitation. T'en penses quoi alors de cette expérience? Bah c'était cool. Franchement, c'était fluide. Ouais. J'ai presque oublié la caméra, mais je regarde un petit peu de temps en temps, les petits regards cam. Mais non, je suis très contente. Merci beaucoup. Est-ce que tu as une dernière chose à dire ou des gens que tu as envie de mettre en avant peut-être ou J'ai trop de gens à mettre en avant. Ce que j'ai à dire, c'est que on a plein de projets à venir. Donnez-nous de la force, soutenez-nous. Là, à Nancy, qu'est-ce qui va se passer? À Nancy, il y a toujours mon studio qui est là, donc studio 19N03, 19 rue Sainte-Anne. On fait de la photo en studio, mais pas que. C'est un truc que j'ai conçu comme un peu un espace, on va dire, artistique et culturel, un peu polyvalent, comme moi. Un truc qui est un peu à mon image, où on a un lieu où on peut se retrouver entre nous, on peut discuter, on peut monter des projets. On a fait la fête de la musique là-bas l'année dernière, c'était cool. Cette année, pour la fête de la musique, j'ai envie de faire un truc encore plus méchant que l'année dernière, donc un peu plus grand. On verra si ça se fait. En tout cas, je communiquerai sur mes réseaux et tout pour ça. Et justement, on peut te retrouver où sur les réseaux? Instagram. Instagram, c'est ma deuxième maison. C'est Noah-Samari. Voilà. Okay. Y a pas et t'as un Instagram pour ton studio? Ouais, c'est 19N03 Studio. Voilà. Okay. C'est 19N03. C'est comme un mot de passe Wi-Fi, pas choisi, mais c'est choisi. Okay. Et voilà, des gros projets qui arrivent. Mon artiste avec mon label Wait For It Records, avec qui on développe les choses, on s'arrête pas, on continue. Et puis voilà, quoi. Mais sur ces belles paroles, Noah, en tout cas, j'ai vraiment été ravi de faire cet épisode avec toi et c'est vraiment vrai. Je dis pas ça comme ça. Et j'espère que vous qui avez regardé cet épisode jusqu'au bout, parce que je sais que je fais des épisodes qui sont longs, j'espère que vous avez apprécié également. Et en tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner sur tous les réseaux que Noah vient de citer. En ce qui me concerne, moi, c'est Zikwa Show partout, que ce soit sur Instagram et TikTok. Ouais, je me mets un peu sur TikTok maintenant. Mais en tout cas, c'est Zikwa Show partout. N'hésitez pas à commenter sur YouTube, à vous abonner sur YouTube également. Donc voilà. Écoutez, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Ciao.